Bon, bah, salut à tous, hein, salut à ceux qui vont nous rejoindre sur le chat. Pour une fois qu'on fait une petite émission en live, hein, parce que d'habitude c'est enregistré, monté, etc. Donc on va parler de plusieurs petits sujets d'actualité avec le Guide Killer 666. Comment tu vas? Ça fait bizarre d'entendre mon pseudo entier. D'habitude, on m'appelle juste Guide. Et bah écoute, moi, ça va très très bien. Salut à toutes et à tous qui passeront par là ou qui nous réécouteront plus tard. Et ouais, effectivement, parler de plusieurs sujets. Là où d'habitude on traite un sujet, c'est vrai que ça peut être intéressant à voir si on sera tout aussi pertinent ou on sera à chier à voir. Non, mais là, tu vois, j'ai un pote là sur le chat qui est arrivé, Zouzou l'ancien. C'est son pseudo. Et il me dit que là, les hypermarchés sont dévalisés vers Cergy-Pontoise, en Île-de-France. Les gens, ils ont pété un câble. Ils achètent du riz. Ah, à cause du coronavirus, là, ou je sais pas Ah quoi, ouais, là. attention, il y a un vieux qui est mort apparemment aujourd'hui. Mais bon, si tu veux, Ah, faut bien. il y en a plein qui meurent. Là, je crois il y a un cas en Bretagne ou je sais pas où. On va apprendre qu'il y aura un cas aux Pyrénées. Enfin, on va apprendre qu'il y a des cas partout. Et en fait, on va juste se rendre compte qu'en fait, la maladie était déjà existante, sauf qu'elle faisait pas de mort parce que, bah, voilà, on la guérissait normalement. Ou je sais pas, enfin, tu sais, tu vas trouver un truc. Ouais. Enfin bon, c'est pénible, c'est cause d'information, t'as que ça, mais tous les jours, coronavirus, coronavirus. Comment te monter le ciboulon? C'est affreux, quoi. Enfin, ça me gave, mais bon, c'est d'actu, donc on va en parler pendant des mois et 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 des années. Ouais, comme tu dis, mais tu vois, le problème qu'il y a avec ce bordel-là, c'est que on est tellement mal informé par BFM et tous ces journaux qui sont censés donner des vraies infos, ils rectifient toujours leurs infos en disant oui, mais en fait, non, c'est pas un mort qui a eu machin, ils savent même pas en fait, ils inventent des trucs et puis après à la fin finalement c'est même le mec il est même pas mort d'une grippe ou quoi, il est mort parce que il s'est fait amputer ou je sais pas quoi, tu vois. Alors, bon, Ouais, bah. Ouais, non, mais ils sont obligés. Enfin, pas obligés d'inventer, mais comme c'est l'actu qui fait le plus de. Enfin, de vues, ouais, ouais, sur la télévision c'est un peu compliqué, mais qui fait de l'audience parce que les gens aujourd'hui ont peur, tu vois, dès qu'ils vont dans un tram et qu'ils voient bon, c'est malsain de dire ça, mais un chinois, ah déjà, tu vois, ils ont envie de dire, bon, dégagez le chinois, quoi, s'il vous plaît, tu vois, il y a une peur qui est en train de se créer à cause de ça, et ce qui fait que l'information en général va essayer de pousser le vice en disant, bon, ben, il se passe ça, il y a eu un cas ici, là on apprend qu'il y a des enfants qui ont été touchés, on apprend qu'il y a encore un vieux qui est mort. Oh, ça monte le ciboulon à tout le monde est en train de s'inquiéter. Alors après, c'est normal qu'on s'inquiète parce que la maladie en elle-même apparemment a l'air d'être mortelle, mais on ne sait pas à quel niveau. En fait, on ne sait tellement rien qu'on est obligé d'inventer tout et n'importe quoi pour dire il se passe quelque chose. Mais on le sait bien qu'il se passe quelque chose, mais donne-nous des informations valables. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Est-ce qu'on va véritablement mourir? Est-ce que l'épidémie va se transmettre à tout le monde et finalement on va tous crever à cause de ça? Ah Hmm. putain, enfin ça devient n'importe quoi. Enfin c'est chiant. Surtout qu'en plus, du coup, on passe à côté peut-être des informations, pas forcément plus palpitantes, mais d'autres informations un peu neuves. Non, non, là en ce moment c'est que le coronavirus, au point que même à TPMP ils ont fait un débat pendant 2 heures là-dessus, quoi. Enfin Ouais, c'est. c'est dingue, hein. Ah C'est dingue ouais. qu'on en arrive là. Mais en même temps, est-ce que c'est pas normal parce que Bah, la société aujourd'hui, voilà, c'est de l'information en direct avec du buzz et puis finalement, c'est pas de la vraie info à chaque fois, hein. ouais, non, mais je suis d'accord. Mais à ce moment-là, comment tu peux faire un débat sur quelque chose dont personne n'a de l'information, puisque tout le monde est en train de dire exactement la même chose? Bon, il y a un truc, ça tue des gens, et on sait pas plus. Enfin, si, la seule Hmm. information qu'on sait, c'est que ça vient apparemment de Chine, qu'il y a eu un truc là-bas, qu'apparemment, bon, ils avaient déjà eu une maladie un peu similaire, similaire, pardon, mais c'était pas la même souche, maintenant la souche a évolué. Enfin, en fait, au final, il n'y a pas de débat, parce que la seule chose qu'on peut dire, c'est, bah, il se passe quelque chose, et c'est tout. C'est quoi le débat de. Enfin, comment, même avec 10 milliards de chroniqueurs, même très talentueux, bah, ils pourraient pas dire plus de choses, en fait, donc il n'y a pas de Hmm. débat. On tourne en Non, rond, en fait. le pire, c'est qu'il y a même pas de, tu sais, on ne parle même pas des symptômes. C'est-à-dire qu'on nous dit, voilà, il y a ci, il y a ça, mais il y a pas, on nous explique rien en fait. Bon, la seule chose qu'on te dit, c'est que apparemment c'est comme la grippe un peu plus vénère. Bah ouais, mais c'est quoi la Ouais. grippe un peu plus vénère, quoi? Au lieu de 42 fièvres, t'as 42? Enfin, je sais pas, tu vois, c'est ça le problème, c'est qu'on sait rien. Du coup, moi, ça me fait rire, j'en sais rien. Mais tu vois, là, on commence déjà à se dire, est-ce qu'il faudrait bloquer les transports en commun? Est-ce qu'il faudrait empêcher des matchs de foot? Là, on voit même l'actu gaming hein, qui en souffre parce qu'on sait qu'il y a des conférences pour certaines choses qui sont annulées. Là, on se dit pour le 3, est-ce que ça va pas être annulé? Alors déjà qu'il n'y aura pas grand monde, mais est-ce qu'on va pas totalement l'annuler? Enfin, mais on a peur là, c'est incroyable. Alors que
bon, au final, moi, je suis sorti ce matin, je suis allé acheter ma petite chocolatine, je suis revenu, je tousse pas plus pour autant, tu vois. Donc, On bon. reconnaît le Bordelais avec sa chocolatine. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que ça va pas m'empêcher d'aller sortir. Si je vois quelqu'un tousser, je vais juste me dire, bah, il tousse, bah, il a peut-être chopé un rhume. Mais sauf que les gens sont en train de s'inquiéter de plus en plus, et ça risque enfin, de devenir malsain si ça continue à évoluer dans le côté négatif. Parce que là, on nous dit, ah, il y a eu telle mort, maintenant on est en train de nous dire, mais il y a eu 10 morts, après ça va être 20, 30, 40, et si on atteint les 100 000, c'est la fin, c'est fini. Là, les gens, ils vont se barricader chez eux, dès que tu vas toquer à leur porte, ils vont sortir les fusils, tu sais, comme tu vois dans Mad Max ou ce genre de film, tu vois, ça va être l'anarchie. Non, 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 on nous fait passer ça pour ça, sauf que après, le truc c'est que quand tu vois des vrais... En fait, on n'invite pas les vrais spécialistes à la télé, on invite seulement des mecs qui ont envie de se faire mousser et qui connaissent rien du tout en médecine. Bah, c'est ça. Et par contre, ce matin, il y avait un médecin sur BFM et il disait clairement, bah non, faut arrêter de délirer, c'est pas la peste, c'est pas le choléra, c'est juste une grippe, c'est un virus comme tous les autres, mais il va s'épuiser avec le temps quand il fera un peu plus chaud, parce que c'est souvent dans les pays comment dire, à température tempérée, tu sais, que se développe le virus. Il n'y a pas de ce virus-là en Amérique du Sud ou dans les pays chauds. Donc finalement, c'est un truc qui va disparaître une fois que l'été va arriver, quoi. Mais peut-être. Ouais, et puis même si ça disparaît pas d'un coup, je veux dire, il y a des médecins qui travaillent sur la maladie, dans le sens où ils sont en train de la tester, de voir quel médicament peut fonctionner, comment ça survit, enfin ils sont en train de faire des tests. Donc au lieu de se monter le ciboulon, autant attendre d'avoir de véritables informations pour s'inquiéter ou non, et en attendant, essayons de vivre normalement, et essayons de proposer des débats intéressants, parce que quand je vois 4 heures de débat sur le coronavirus, que ça soit sur YouTube ou que ça soit à la télévision, mais j'ai envie de me frapper la tronche contre un mur, quoi. Ça me rend fou. Ah ouais, on est d'accord, ouais. Mais de toute façon, dans cette petite émission qu'on fait là, j'avais envie de revenir sur un sujet beaucoup plus sympathique, on va dire. Je voulais parler en général du cinéma, en fait, avec comment on nous peint le cinéma à travers des sites comme Allociné, comme il y a l'émission sur Canal+ aussi qui parle de cinéma, qui est pas trop mal, je trouve. Et puis t'as tous ces youtubeurs ils donnent leurs avis, mais en même temps, est-ce que sincèrement tu peux leur donner une certaine cohérence par rapport à leurs analyses, Du crédit. du crédit, parce que c'est vrai qu'on parle souvent du Randall, mais c'est un des plus connus, mais est-ce que c'est... Par exemple, pour toi, comment tu le vois, Durandal? Est-ce que c'est un mec forcément que tu vas écouter avant d'aller voir un film? Ou plus que tu vas écouter une fois que tu as vu le film? Bah alors déjà d'une, bon bah je fais partie de ceux qui font des critiques de films, voilà, Ouais. mais je n'ai aucune prétention d'être professionnel. D'ailleurs j'avais toujours dit, je le dis encore une fois quand je fais des critiques, moi c'est comme un pote qui vous parle de cinéma, je vous dis juste pourquoi j'ai pas aimé, ça s'arrête là, je vais pas plus loin, j'ai pas le professionnalisme, j'ai pas eu l'expérience de faire des études dans le milieu du cinéma, donc je n'ai pas l'œil que certains ont, là où Durandal, donc on reparle de Durandal, lui a fait des études de cinéma, donc il a un œil, enfin, je dirais pas plus expert, mais tu vois, il a des informations que tout le monde ne pourra pas vous donner, ce qui peut être intéressant d'un certain point de vue. C'est pour ça que quand il fait une critique, il est capable de vous dire bah, ça a été tourné de cette manière avec telle caméra, donc ça donne ce rendu. Et on peut être totalement dedans, à rentrer dans sa critique, ou se dire juste mais je m'en bats les couilles, c'est de l'esbrouf ça. Dis-moi juste si le film est bien ou pas bien, tu vois. Et comme tu m'as dit, enfin, tu me poses cette question, est-ce que je vais regarder une critique de Durandal avant d'aller voir un film? Non, en général, même si des fois, il regarde des films que je n'ai pas encore vus, donc je vais regarder vite fait sa critique. Après, je regarde aussi des critiques de films que je sais que je vais pas aller voir. Tu vois, les films d'auteur qui sont clairement pas ma cam, ou les films français qui lui traitent assez régulièrement, donc ça me permet juste de me dire, est-ce que le film français a évolué, ou est-ce que c'est toujours de la merde, tu vois, ce genre de choses. Ouais. Donc ça reste intéressant. Maintenant, il a un œil averti, mais il a aussi son point de vue personnel, il a ses goûts personnels. Donc quand je le vois faire une critique de films comme par exemple les films Marvel, qu'il n'aime pas spécialement, je l'écoute dans le sens où je sais juste qu'il va dire qu'il n'aime pas pour cette raison, mais je m'en fous en fait, parce que moi je sais que j'aime l'univers Marvel comme j'aime l'univers DC, donc je vais rentrer plus facilement dans les films, tu vois. Donc ça ne change pas du tout mon avis personnel dans le film en lui-même, après avoir vu sa critique. Mais ça me permet d'avoir juste un œil, tu vois, à côté, qui m'a dit, tu vois, on peut le voir comme ça, ce film. Et c'est intéressant, tu vois, c'est un point de vue. Mais maintenant, c'est difficile aujourd'hui de dire, est-ce que les critiques de films
sur YouTube et aussi sur les sites comme Allociné sont pertinents et sont intéressants et sont obligatoires pour aller voir un film. Bien sûr que non. Hein. Si vous avez envie de regarder des critiques juste pour vous faire votre avis, n'hésitez pas. C'est comme un test de jeu vidéo en fait, hein, le critique d'un film. Hein. C'est exactement la même chose. Le souci, c'est qu'il y en a qui se vantent d'être professionnels, il y en a qui se vantent de connaître beaucoup plus de choses que vous, en vous disant par exemple, si vous n'avez pas vu les films de Scorsese, c'est que vous ne regardez pas le vrai cinéma ou que vous n'y connaissez rien. Enfin, tu vois, ce genre de conneries, ce qui est totalement n'importe quoi. C'est des classiques, peut-être, à la limite, mais si vous les avez pas vus, c'est pas très grave. C'est comme les films Star Wars. Tu sais, moi, je suis un gros fan de Star Wars. Si vous me sortez Ouais. que vous n'avez pas vu les films Star Wars, c'est pas pour autant que je vais vous cracher à la gueule, vous dire, mais vous aimez pas le cinéma. Bien sûr Vous que avez non. raté votre vie. Ouais, non, mais il y en a qui vous sortent ce genre de conneries. Tu sais, ouais, vous avez raté votre vie. Quoi, vous vous dites cinéphile alors que vous n'avez pas vu ces films? C'est que vous n'êtes pas cinéphile. Bien sûr que si. Si t'aimes le cinéma et que tu regardes des films, tu peux être cinéphile. C'est pas parce que t'as pas vu Star Wars que tu n'es pas un cinéphile, tu vois? C'est ça mon problème. Et il y en a beaucoup qui se vantent de ça. Mais bon, après, encore une fois, ceux qui nous écoutent, si vous regardez des critiques de films, regardez-les juste en mode, bon, bah tiens, ça me permet d'avoir un avis. Il me dit qu'il aime bien ce film pour X raison. Bah écoute, je vais aller le voir. Il est important de faire votre propre avis personnellement pour voir si, au contraire, vous êtes d'accord ou pas d'accord avec cette critique. Et comme ça peut vous donner envie de vous abonner à sa chaîne pour l'écouter plus régulièrement. Mm. Moi, tu vois, par exemple, si on prend le cas de Durandal, parce que c'est un mec que j'ai suivi au tout début, quand, sincèrement, il avait 2000, 3000 vues, hein, voilà, ça ne dépassait pas forcément plus que ça pour certains films, mis à part les gros titres, hein, à chaque fois, bon, bien sûr, dès que tu parles d'un gros film, allez, t'as 10 000 personnes qui vont se ramener, alors qu'ils sont même pas abonnés chez toi, et puis voilà. Mais quand on va dire, il parle d'un film comme, allez, là je dis n'importe quoi, mais Annabelle ou Les Bronzés 3 ou je sais pas quoi, ou Les Visiteurs 3, euh, il a une facilité, si tu veux, pour casser les films populaires, entre guillemets, je trouve, dans la plupart de ses critiques. Comment dire, il met souvent en valeur, tu sais, le cinéma, comment dire, pas pas le cinéma haut de gamme, mais il a du mal un peu à aimer des films, on va dire, qui plaisent soit aux ados, soit, on va dire, à la classe populaire moyenne des années 80, ou tu vois, enfin des gens Mhm. des beaufs un peu. Ouais. Lui, souvent, il critique bien des films hein, de science-fiction, il est à fond dedans, hein, mais dès qu'il veut parler de films, des comédies ou des films, on va dire. Pas forcément des thrillers, mais je trouve que il est pas forcément honnête. Il va plus te parler de la pellicule et de la façon dont a été tourné le film, avec l'image, la qualité d'image et tout, mais il va pas forcément te parler du jeu des acteurs et du rôle en fait du réalisateur par rapport à la mise en scène et tout. Et parfois, tu vois, tu as envie qu'on te parle de ça. Et je trouve qu'il le zappe un peu trop souvent pour les petits films, entre guillemets. Il va plus te parler de son objectif, de son avis plus ou moins objectif qu'il a eu, tu vois. Ouais, enfin, je suis pas vraiment d'accord. Après, bon, c'est un point de vue. Après, je sais pas si maintenant tu regardes ces critiques aujourd'hui. Après, il y a peut-être une évolution par rapport au début, ce qui est forcément logique. Mais moi, depuis que je le suis, enfin, ça fait quand même quelques années, pour moi, j'ai toujours vu quelqu'un qui. En fait, pour moi, Durandal, alors c'est désolé pour la comparaison, peut-être qu'il va pas apprécier, mais bon, voilà, c'est un peu le Julien Chiez du cinéma, tu vois. Mais attention, hein, Julien Chiez avant, hein, pas aujourd'hui. Hein. Ce que je veux Ouais. dire par là, c'est qu'en gros, bah, il est capable d'apprécier un film qui est détesté parce qu'il va voir quelque chose que toi, en tant que spectateur, tu ne vas pas voir, par exemple, tu vois, un choix de plan de caméra, une lumière posée à ce moment-là, ce dialogue-là, enfin, il va voir des choses que tu ne vas pas forcément regarder, ce qui est normal parce que toi, tu es un spectateur, pas, je dis pas lambda, mais dans le sens, tu es là pour te divertir. Là où lui, il a son œil critique et son expérience personnelle due à ces années Ouais. passées à faire des études de cinéma, donc ce qui est normal. Et c'est pour ça que quand il fait une critique, il essaye de retranscrire ça en vous disant, bah, il y a ça, il se passe ça, sa caméra a été mise comme ça, de cette manière-là, parce que ça va donner ça. Et du coup, tu regardes, enfin, tu peux regarder ce film-là d'une autre manière, là où tu le regarderais normalement. Et tu vois, là, par exemple, il a fait la critique de Invisible Man, et pourtant, il a bien parlé du jeu d'acteur, qui est très bon, comme il peut être assez mauvais dans un sens. Il est capable de te dire qu'un scénario, bah, il peut être très bancal, ce qui est le cas pour Invisible Man, sans rentrer trop dans les détails pour éviter de spoil, mais extrêmement bancal. Il marche absolument pas pour des erreurs vraiment scénaristiques. Et pourtant, il a quand même réussi à apprécier le film parce qu'il y a quand même une certaine qualité. Et en fait, c'est pour ça que je le compare à Julien Chiez, c'est parce qu'il est capable d'apprécier des films que
peu de gens vont apprécier parce qu'ils considéraient que c'est des sombres merdes, alors que pourtant, bah, ils dissimulent quelque chose, tu vois. Mais Ap- est-ce qu'il n'est pas à contre-courant? Tu vois, c'est ça que je me pose. bah, Il y a une espèce de contre-courant à chaque fois dans l'avis d'un film. Il y a qu'un film ou deux où j'ai trouvé son avis, on va dire, pertinent par rapport à. Mais encore une fois, regarde, Alien Covenant. Moi, j'ai trouvé que c'était une catastrophe ce film. Et lui, il a trouvé aussi que c'était une catastrophe. Mais combien de gens ont vu ce film et ont adoré ce film? Je l'ai trouvé souvent à contre-courant pour plein de choses. en même temps, il va pas se forcer à apprécier des choses que tout le monde aime juste pour le plaisir. D'ailleurs, la preuve, c'est que les films Marvel sont quand même appréciés en général, attention, bien sûr, en général, et pourtant, lui, il les déteste, en grande partie, pas pour tous, bien sûr. Pour les films d'ici, c'est la même chose. Il fait partie de ces gens, comme tu dis, qui est peut-être à contre-courant, mais en même temps, il va pas se forcer à vous dire juste Oui, pour oui, faire plus oui. de vues, Oui, tu oui. vois. Et c'est ça que j'apprécie chez Durandal, c'est qu'il y a encore pour l'instant cette part de sincérité. C'est pour ça que je compare à Julien Chaise et qu'à la base, je voyais comme lui. Là où Julien Chaise est totalement parti en cacahuète, et ben c'est Durandal a gardé cette route, même avec le nombre d'abonnés qui a pas explosé, parce que malheureusement il n'a pas atteint pour moi un chiffre assez conséquent, et pourtant je considère qu'il le mérite, et il n'a pas changé cette cap en disant, ben voilà, je déteste ce type de film, j'apprécie ce type de film. Par exemple, les films sur les gangsters, n'y arrive pas, il n'aime pas, c'est pas son genre, Ouais. pourtant il les regarde quand même, parce qu'on sait jamais, peut-être qu'il va tomber sur cette petite surprise, il n'hésite pas à en faire quand même la critique. Mais il explique toujours que malheureusement, il y a des fois, il y a des films, même s'il y a des choses positives, il n'arrive pas à rentrer dedans parce que ce n'est clairement pas sa cam. Et c'est pour ça que j'apprécie Durandal pour ces critiques-là. Après, ça ne va pas fonctionner sur tout le monde, ce qui est normal, mais au moins, voilà, il a cette patte qu'il garde et qu'il faut qu'il garde. Je conseille à ce qu'il reste comme ça et je pense qu'il va le rester. En plus, Enfin, c'est quand même quelqu'un qui est capable de parler d'un réalisateur et de rentrer dans le moindre détail de ce réalisateur parce qu'il voit des choses avec ses pourquoi j'ai raison et vous avez tort. La preuve, il a fait un pourquoi j'ai raison et vous avez tort sur Alien, donc sur toute la saga. Franchement, faut le faire quand même, hein. C'est des heures et Mhm. des heures de tournage. Et il fait quand même des effets spéciaux lui-même. Enfin, il fait des trucs quand même assez fous. Il montre qu'il maîtrise quand même pas mal de choses. Et pourtant, c'est souvent pas regardé, c'est pas toujours apprécié à sa juste valeur, mais ce qui est compréhensible, hein, parce que justement le côté à contre-courant ne plaît clairement pas à tout le monde. Mais justement, il plaît à un certain public, il a des fans et des gens qui apprécient son travail à sa juste valeur. C'est pour ça qu'il ne gagne pas énormément d'abonnés, parce qu'il est à contre-courant, comme tu dis. Mais il faut qu'il reste comme ça. Au contraire, c'est ce qui fait que son travail est de qualité. Enfin, en tout cas, je le vois comme ça. Même si je suis d'accord avec toi, toutes ces Mhm. critiques ne sont pas toujours pertinentes, ou en tout cas, j'ai pas toujours été comblé. Mais en même Mhm. temps, il peut pas toujours être parfait, ou en tout cas, il peut pas toujours satisfaire tout le monde. Mhm. Mais tu vois, aujourd'hui, j'ai vu une interview de Chez Chounet, par exemple. Tu vois qui c'est, Chez Chounet? Ah ben oui, oui. Tu fais des parodies Mhm. de tests de jeux vidéo. Et il disait que lui, il s'est cherché pendant un long moment pour faire son format YouTube. Et il a connu à l'époque quelqu'un qui était en école de communication ou quelque chose comme ça. Je sais pas exactement le terme qu'il a employé. Et il lui a dit, je te conseille un truc pour YouTube. Première chose, avoir un format de durée pour la vidéo Mhm. et toujours garder en fait sur ta chaîne le même type de vidéo pour justement appeler et garder la même communauté. Et, et chez Chounet, au début, il voulait faire plein de choses. Il voulait faire du jeu vidéo, du stream. Il voulait parler aussi de. Il racontait chez Chounet qu'au tout début, quand il a commencé, il se filmait avec un téléphone portable qu'il mettait derrière lui Mhm. pour filmer sa télé, en fait, parce qu'il n'avait pas de logiciel de montage, Mhm. etc. Et c'est un mec qui s'est beaucoup, beaucoup cherché. Mhm. Et je pense que tu as beaucoup de gens aussi sur YouTube aujourd'hui qui font des vidéos en parlant de cinéma et qui ont besoin de se chercher. Et qui sont encore en train de se chercher, je veux dire. Et regarde, Durandal, lui, il a trouvé son format, je pense. Peut-être qu'il est un peu trop long pour les amateurs du week-end, tu sais, qui veulent voir un film pour le plaisir. Il est peut-être trop dans les détails par rapport à certains qui vont Mhm. chercher un truc rapide à voir pour se donner une idée du film. Lui, c'est des formats de quand même, je crois, c'est 25 minutes la vidéo en moyenne, un truc comme ça quand même. Pour ces critiques, Si- ouais, en général, on est sur une moyenne de 20 minutes Ouais. pour Durandal. Mais ouais, non, mais je suis entièrement d'accord. Et le cas, enfin, de prendre exemple sur Chechounet, qui est quelqu'un qui s'est cherché et qui a enfin trouvé son format, trouvé quelque chose qui l'épanouit. Enfin, en tout cas, ça se ressent parce qu'il s'éclate et qui lui a permis d'exploser. Parce que Chechounet, au début, il gagnait pas beaucoup de vues, en tout cas, et d'abonnés en plus.
Et Mm. tout d'un coup, grâce à ce format, il est passé, pour un exemple, à 200 000 à 500 000 abonnés, quoi. Enfin, aujourd'hui, Ça, on c'est parle. fou, hein. Ah ouais, non, mais et c'est C'est mérité, fou. hein. Encore une fois, je critique Ouais. absolument pas. Chez Chounet, c'est totalement mérité. Mais comme tu l'as dit, c'est quelqu'un qui se cherchait. Là où Durandal, il a choisi quelque chose qui le plaisait dès le départ, le cinéma. Et il a dit, je vais faire une chaîne sur le cinéma. Point barre. Voilà, ça Mm. sera du cinéma. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur Internet, enfin en tout cas sur YouTube, une chaîne qui propose beaucoup de choses, dont moi par exemple, ne va jamais marcher. Parce qu'il y a trop de choses. Du cinéma, du jeu vidéo, de l'actualité, c'est trop. Tu vois, ça me va plaire, Mm. mais il y en a tellement trop qu'il y en a aujourd'hui un public qui cherche par exemple que du cinéma, ou que du jeu vidéo, ou que de l'actualité. Et ils vont s'abonner à des chaînes qui proposent qu'un seul truc, parce que comme ça, ils savent d'avance qu'ils auront au moins la vidéo, ils savent que ça sera par exemple du cinéma. Ils n'auront pas autre chose en plus, tu vois. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de grosses chaînes comme le Joueur du Grenier proposent les tests sur le Joueur du Grenier, et puis derrière, pour tout ce qui est autre, on va dire, c'est Mm. dans le bazar du grenier. Au moins, ils savent qu'ils vont attirer un autre public à côté, et comme ça, ils vont Ouais, pas ouais. polluer le public qui veulent que des tests. Et c'est normal, hein, il faut faire comme ça, il faut pas faire comme moi, c'est un suicide en fait en soi, ou alors vous allez jamais vraiment cartonner. C'est pour ça que l'explication que donne chez Chounet est extrêmement logique, c'est que oui, il faut pas se perdre, il faut pas proposer trop de choses, parce que sinon ton public ne va jamais te suivre, ou en tout cas, ils vont te suivre au bout d'un moment, puis ils vont se barrer, ou alors les gens vont te regarder de loin, mais sans jamais s'abonner, tu vois, même s'ils Mm. apprécient quand même ton travail. Après, pour Durandal, par contre, ces grosses vidéos qui durent parfois plus de 50 minutes, donc c'est les pourquoi j'ai raison, vous avez tort, en même temps, c'est des formats qui sont voulus pour être très pointilleux, tu vois, pour vraiment Mm. chercher le détail sur un réalisateur, et donc c'est normal que ça soit très long, donc forcément, c'est des vidéos qui vont pas forcément plaire à tout le monde, comme pour ses critiques de films, comme il le dit, lui, il veut faire une critique, c'est vraiment, il veut prendre le film et le décortiquer. Là où, en général, sur YouTube, vous allez trouver surtout des critiques de films en mode, écoute, j'ai Ouh. aimé ce film, Ouais, c'est parce ça. que c'est bien ou parce que c'est pas bien, et fin de l'histoire. D'ailleurs, je vous conseille à ce moment-là, si vous voulez vraiment des critiques très courtes, les chronocritiques de Benzaï. Certes, on peut ne pas apprécier son point de vue, mais au moins elles sont courtes, hein. C'est même pas 6 minutes pour une chronocritique, donc ça va très vite, tu vois. Ouais. Même moi, je fais des critiques qui durent en moyenne 10-15 minutes, voire 20 pour les plus grosses, mais j'essaye de faire court aussi, parce qu'au bout d'un moment, moi, comparé à Durandal, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Mais voilà, c'est des formats très compliqués, et le cinéma, peut-être que c'est un peu le truc un peu facile. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui veulent parler de cinéma parce que c'est peut-être le sujet le plus facile à traiter. Tu vas voir un film, tu as apprécié ou pas apprécié, tu te filmes devant une caméra, t'as pas besoin de montage, enfin spécialement. Tu dis juste j'ai aimé, pas aimé, et tu sors cette vidéo, et tu sais que ça fait des vues. Fin de l'histoire. Voilà. Mm. Ah ouais, mais il y a pas mal de... Bon, après, je veux dire, l'important, c'est que les gens s'y retrouvent. Oui. Mais quand tu es passionné par un YouTuber qui fait certaines vidéos, on va dire, dans tous les sens, c'est-à-dire du stream, machin et Hmm. tout, à un moment donné, c'est souvent les abonnés de la première heure qui ont apprécié ses premières vidéos. Alors, par exemple, si le mec, au début, il faisait du stream et qu'après, il se met à faire un peu de cinéma, bah, comme tu dis, il faut qu'il crée une chaîne pour le cinéma parce que Hmm. les gens qui vont vouloir voir que du stream, eh ben, ils vont se barrer C'est ça. et il va falloir retrouver un nouveau public derrière. Hmm. Et regarde le bazar du grenier, bah, c'est ce qu'ils ont fait, c'est super intelligent ce qu'ils Hmm. ont fait, hein, parce que automatiquement ils ont peut-être une nouvelle chaîne où il n'y a pas les mêmes abonnés C'est ça. que le jour du grenier et c'est des gens différents qui veulent un autre contenu. Et t'en penses quoi toi du bazar du grenier? Est-ce que pour toi c'est d'un bon niveau ce qu'il fait ou c'est quelque chose on va dire qui parle plus aux ados? C'est très bizarre. Honnêtement, le bazar du grenier, bon, moi, quand il a proposé, je me suis abonné pour voir justement quel type de contenu, et on a pu voir qu'au final, il y avait des critiques de films, enfin, il y avait tout. Et en fait, le souci, c'est que quand derrière, il a un discours qui te dit que YouTube, c'est toujours la même chose, qu'on peut pas proposer quoi que ce soit de neuf, que tout le monde tourne en rond, quand lui, il te fait exactement la même chose que tout le monde, mais qui quand même les critique, ça me rend fou, tu vois. Je trouve que c'est un peu du foutage de gueule, mais on en avait déjà parlé. Après, maintenant, la qualité du bazar du grenier, c'est qualitatif dans le sens où, bon, t'as un peu de tout. T'as de la critique, t'as des petits tests, t'as des vidéos sponsors pour de la découverte de jeux. Maintenant, c'est plus la personnalité de Frédéric Molas, donc le joueur du grenier à la base, celui que vous voyez toujours à l'écran avant qu'on voyait un peu plus Seb aujourd'hui, qui ne me plaît pas en fait. Il a un comportement que je n'aime pas, tu vois. Là où quand il est le testeur dans le joueur du grenier, il me plaît, tu vois.
parce qu'il joue, Ouais. il joue un rôle. Là où maintenant, quand il fait des vidéos sponsor, ben, il est sincère sans l'être vraiment, tu vois, quand il fait du World of, quand il était sponsor World of Tanks, tu vois, c'est des mecs qui déconnent, qui font beaucoup d'humour, il te vend le jeu, alors qu'en fait, peut-être qu'il est débecté par ce jeu, il en a rien à foutre, mais il a touché un chèque, tu vois, derrière. Et Ouais. tu ressens ça, comme tu ressens chez d'autres vidéastes, hein. Je dis pas que c'est que le joueur du grenier, mais on le ressent un peu plus aujourd'hui. Donc le bazar du grenier, pour moi, c'est juste un divertissement de seconde zone, pour moi en tout cas. Voilà, je regarde ça vite fait. Je regarde surtout les vidéos quand il y a Seb. Parce que je trouve que Seb du Grenier me fait marrer, tu vois. Il me fait beaucoup rire, surtout quand il faisait les spéciales Halloween, quand il jouait à plein de petits jeux Halloween vite fait, tu vois. C'est un gros déconneur. Je trouve que lui, il me fait plus rire que Fred. Et c'est pour ça que je préférais voir Seb sur Twitch que Fred. Parce que Fred, je le trouve mauvais globalement en général. Il est pas très bon quand il est sincère. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas compris pourquoi il était invité aux The Event, à part parce qu'il a une grosse communauté. C'est tout. Mais Ouais. bon, voilà, c'est juste un avis personnel. Donc après, c'est au goût et aux couleurs, hein. C'est le feeling, hein, que vous ressentez avec Mhm. le joueur du grenier. Et donc, ouais, le bazar du grenier, c'est une bonne seconde chaîne. En tout cas, ils l'ont bien fait enfin, de le dissocier de la chaîne principale. Ouais, ouais, c'est évident que c'est un format, on va dire, qui plaît assez aux jeunes parce que il reste dans le ton de l'humour, de la dérision, et puis je pense qu'il a encore un esprit assez jeune au niveau de l'analyse du film. Il va pas, on va dire qu'il va pas forcément parler à des spécialistes qui ont envie d'avoir un avis plus profond, comme peut avoir Durandal. Et on va dire que ça reste, on va dire, pour les moins de 20 ans, entre guillemets, pour les gens qui sont pas forcément prises de tête. Et puis, c'est comme si tu parlais à un pote qui te raconte un peu comment il a apprécié le film ou pas. Ouais, et puis ils ont un avantage quand même les deux, c'est qu'ils sont deux pour faire une critique. Et c'est toujours plus intéressant deux personnes parce qu'il y a un débat. Tu vois, on a déjà vu bon, dans quelques-unes des critiques où Seb était pas d'accord avec ce que disait Fred. Tu vois, il disait ah non, je suis pas Hmm. d'accord, moi au contraire. Et ça, c'est bien plus intéressant qu'un mec qui est tout seul devant sa caméra qui va vous donner son point de vue, mais un point de vue qui n'aura pas de débat derrière dans le sens où il est tout seul, tu vois. Donc c'est vrai que de ce côté-là, Fred et Seb ont un Hmm. gros avantage d'être en duo. Ouais. Et tu vois, regarde, par exemple, là, il a fait une critique récemment sur le film 1917. Mm. Et comment dire, Seb, qui est plus dans l'analyse du film, et ben t'as à côté, t'as Fred qui fait plus le guignol en te Ouais. mimant certaines scènes du film, en se foutant un peu de la gueule du film. Et t'as l'impression de regarder un peu de. Ah, c'est pas méchant ce que je dis, mais les guignols en fait. C'est-à-dire que t'as un personnage et t'as un autre personnage qui discutent d'un film, un peu comme dans le Muppet Show. Et c'est ça un peu qui plaît aux gens, je trouve. Voilà, Bah ouais, mais c'est parce que comme t'as deux potes qui parlent. ben c'est ça, t'as deux personnes avec deux caractères, deux visions du cinéma, ou en tout cas des films qu'ils ont vus qui est totalement différentes. Donc des fois, ben, Fred, il va être plus déconneur parce qu'il n'a pas apprécié le film, ou voilà. Seb, à ce moment-là, va peut-être être un peu plus sérieux, ou même aussi déconneur, ça dépend. Donc non, ça fonctionne. Ah, ben, vraiment, c'est leur Mm. critique. En soi, on peut ne pas les apprécier parce que, bon, bah, ils n'ont pas toujours quelque chose à dire de pertinent en soi. Mais, ben oui, mais c'est des déconneurs, donc ça fait plaisir à voir. En plus, ça dure pas très longtemps. En plus, bon, bah, il y a quand même du montage dans le sens où il y a une partie spoil, enfin une partie non spoil, et après une partie spoil. Il y a un débat entre les deux, enfin un débat, ça dépend des jours et des films, mais ça marche, hein. Ouais, ouais, ouais. Et puis, dans un autre genre, hein, que moi, que j'avais remarqué il y a quelques années, je sais pas si tu connais, c'est The Film Talker. Mhm. Et en fait, c'est deux cousins en fait qui discutent. L'autre, c'est Dirty Tommy, en fait, son pseudo sur YouTube. Mhm. C'est des gens qui ont 25 000 abonnés à peu près, chacun, ou 60 000, je sais plus. Et c'était des gens qui étaient ensemble avant. Ils faisaient des critiques de ciné ensemble et ils se sont séparés pour avoir deux chaînes différentes et donc deux fois plus de vues, sauf que ça n'a pas forcément été le cas. Ouais. Voilà quoi. C'est un peu la technique, tu sais, de la monétisation où tu vas avoir deux fois plus de dons avec le même truc. Ou alors des dons pour chacun, quoi, on va dire, sans les partager après, quoi, j'en sais rien. Mais c'est des gens, sincèrement, au début, bah, ils étaient bien comme Durandal faisait, et ils sont partis dans l'analyse critique, pas forcément objective, pour intéresser le spectateur à mort, tu sais, pour voir ce qu'ils allaient dire de méchant ou de
Il y a jamais une critique où ils vont te dire ouais, c'était génial, c'était super. C'est toujours critique négative, négative, négative. Eh ben, c'est un peu le souci, c'est qu'aujourd'hui, c'est comme pour les tests de jeux vidéo, on ne sait jamais vraiment si la personne est sincère. C'est très très difficile parce que sur YouTube, on joue tous un rôle, enfin en tout cas une grosse partie malheureusement, joue avec ce qui marche ou ce qui marche pas pour faire en sorte que leur audience reste ce qu'elle est ou pour qu'elle grossisse facilement. Et donc dans la critique de cinéma, au même titre que du jeu vidéo, bah, on va voir ce qui marche. Donc par exemple un film cartonne, et ben on va se dire, bah, on va dire tout le contraire. On va dire c'est de la merde. Comme ça, Ouais, 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 ouais. tu sais que les gens vont te regarder, tu vois. Mm. Ah, il C'est dit le ça, contraire. Ah bah tiens, c'est pourquoi? Mais même si c'est t'es ça. pas quelqu'un qui va argumenter de milliards de manières, c'est quand même quelque chose qui va attirer le monde. Et c'est un peu malsain. Et de toute façon, les youtubeurs ne sont pas les premiers à le faire, hein, je vous rassure. D'ailleurs, regardez les sites comme Allociné et tout, vous voyez des critiques. Il y a plein de sites qui sont nommés, qui font des critiques. Et tu vois plein de sites qui reviennent toujours en bas du classement, qui donnent une étoile, voire 2 étoiles, systématiquement à tous les films, quoi. Comme s'ils ils aimaient rien, en fait. Mais ils aiment le cinéma, mais ils aiment aucun film. Au bout d'un C'est moment, ça, c'est c'est quand ça. même du foutage de gueule. Enfin, je veux dire, il y a quand même un film que Ouais. t'apprécies. Non, non, on déteste. C'est de la merde. Et oui, mais bon, tu sais que les gens vont venir te regarder, tu sens que les gens vont cliquer. Et c'est ça le souci, c'est que dès que t'as cliqué, bah, t'as fait t'as fait une vue, t'as fait potentiellement un partage, t'as fait potentiellement un commentaire. Et ça peut aller très très vite. Et Mm. c'est malsain, mais bon, tu peux rien y faire. Et le souci, c'est que ça demande au public de faire attention. Mais en même temps, comment tu veux faire attention? Parce qu'on te dit que les gens qui font ces critiques, voilà, sont sincères. Mais comment tu peux le savoir, ça? Ça, c'est compliqué. Mm. Ah, c'est compliqué. Mais il y a un truc qui est certain, c'est que souvent, bah, ces gens-là, la plupart, hein, maintenant sont devenus sponsorisés, sauf qui sont peut-être en dessous, on va dire, des 500 vues par vidéo. Mm. Mais c'est difficile de te dire aujourd'hui, tiens, un mec qui a 60 000 vues pour une vidéo ou 50 000 abonnés, c'est difficile de te dire, tiens, je vais aller voir le film parce que lui, il a dit qu'il y avait ça de bien, il y avait ça de bien, et je vais aller le voir. Mm. Moi, j'arrive pas à faire confiance à ces gens, et c'est pour ça que je te dis que, en général, je vais voir le film moi-même, et ensuite, je regarde les vidéos pour voir s'ils étaient du même avis que moi ou pas, mais je vais pas utiliser en fait leur avis pour me donner envie d'aller voir un film, tu vois. Oui, oui, C'est ça, ouais. c'est ça qui est dommage, parce qu'aujourd'hui, trouver quelqu'un, on va dire, qui est sincère. Combien de fois t'as des gens qui ont parlé de, je sais pas moi, des gros films là, des Star Wars, des Jurassic Park qui sont sortis. Jurassic World numéro 2 pour moi, c'est de la merde. Mm. Mais par contre, il y a des bons moments, c'est vrai, c'est comme Dark Fate. J'ai finalement regardé Dark Fate en entier l'autre soir, quand je t'en parlais. Ouais. Et il y a des très bonnes choses, il y a des très bonnes choses, mais mélangées à des catastrophes, quoi. Et sincèrement, bah, ça, c'est vrai que c'est vraiment difficile de donner un bon avis. Mais par contre, quand t'as un mec qui va te faire une vidéo, ah, j'ai adoré Jurassic World, il y a les images de synthèse, machin. Mais parle-nous du film, parle-nous du jeu d'acteur, Mm. parle-nous de l'histoire. Est-ce que c'est cohérent? Un mec dans comment dire, un mec, un dinosaure dans un manoir, qui sait quoi, Putain, non, mais c'est pas possible. Arrête, Non, arrête. mais tu vois, pour continuer dans ton raisonnement, ben, c'est comme moi, tu sais, quand j'avais fait la critique de Star Wars 9, bon, ben, j'ai dit que j'avais pas aimé, j'avais expliqué quand même il y avait des idées, ou en tout cas il y avait un potentiel, et quand on en a rediscuté, tu vois, dans le débat où on a parlé pendant des heures, tu vois, à chaque fois j'ai essayé de trouver des points positifs, tu vois, j'étais là, non, mais il y a ça, il se passe des. Mais voilà, et c'est souvent comme ça, de toute façon, que ce soit dans un jeu vidéo, dans un film, il y a un tout, et ce tout Ouais. peut être. Ben, peut donner une grosse merde, alors que, comme tu le dis, il peut avoir quand même de bonnes idées. Mais le souci, c'est que de bonnes idées ne peuvent pas toujours sauver un film. C'est pour ça qu'il y a des critiques qui vont quand même vous dire, attention, il y a de bonnes choses, mais il y a aussi quand même des mauvaises, et du coup, c'est pour ça que je n'apprécie pas ce film, mais peut-être que vous allez l'apprécier, parce qu'il y a quand même des bonnes choses à côté. Là où, Mm. inversement, les points négatifs qu'on va peut-être souligner, pour vous, ce sont des points positifs. Tu vois, c'est toujours la même chose. Mais comme tu le dis, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile de savoir qui va vous dire sincèrement son avis personnellement, tu vois, qui va être Mm. pertinent, et ça c'est très compliqué de le voir. Il faut peut-être plusieurs vidéos pour regarder ça, enfin enchaîner des vidéos jusqu'à un Ouais. moment tu te dis ah oui là, il est sincère, ou au contraire non, c'est Mm. le mec c'est un menteur, et puis point barre. Donc ça c'est vrai que c'est très compliqué. Et excuse-moi de te Non, couper, non, ouais. vas-y, vas-y, hein. Il y a un exemple tout simple, hein, c'est des films, les gros films à gros budget, hein, les Transformers, les Tomb Raider, les Star Wars, les Deadpool, tous les Marvel, etc. C'est des films qui partagent énormément, comme les Star Trek à un moment, hein, à une époque, ont été détestés par les fans de la série télé.
avec encore J.J. Abrams, je crois, qui avait réalisé un des Star Trek, là, les derniers, je crois, Mhm. si je me trompe pas. Hein. Je crois le Mais moi, premier, ouais, mais je suis pas sûr. ouais. Et regarde, Star Wars, Durandal, qui est hyper fan de Star Wars, qui trouve des bons points quand même, et il explique pourquoi finalement les idées sont pas si mauvaises, comme toi tu as pu l'expliquer, mais tu as des mecs qui vont te dire, comme je te parlais tout à l'heure de Dirty Tommy et de l'autre, Mhm. que je regarde plus du tout leurs vidéos, parce qu'en fait, même si moi j'ai apprécié un film à un moment, ils vont le détruire en fait dans leur critique, et je me suis dit, putain, mais en fait... ils m'ont cassé mon trip où j'ai apprécié certains passages, comme le film Halloween, comme le dernier Jedi ou autre. Carrément, dans leur titre, ils mettent on a mis un doigt à Star Wars, tu vois, Non. je sais pas quoi. Tu vois, ils sont carrément en fait dans la négativité dès le titre, Ouais, ils le font comme gratuitement, quoi. gratuitement en fait. Et quand tu regardes leurs critiques, t'apprends pas forcément plus de choses que par rapport au titre qu'ils ont mis. Et, euh, et des gens qui sont fans d'une série vont pouvoir te la détruire ou t'expliquer pourquoi c'est pas forcément légitime ce que le public en général pense, etc. Et finalement, ça te parle pas à toi, le spectateur lambda qui veut avoir un avis, entre guillemets. Toi, je vous regarde, c'est le bazar du grenier avec Seb et Fred. Ils te parlent de Tomb Raider et Seb, il a une tête dépitée en se foutant de la gueule de Tomb Raider au cinéma, Ouais, le dernier. le dernier. Mhm. Moi, j'ai beaucoup aimé le dernier Tomb Raider, tu vois. Bah, tu vois, moi, J'ai beau- j'ai détesté aussi, tu vois. Mais c'est normal. Ouais, ouais. Non, mais... Mais, et je suis pas spécialement fan du jeu vidéo ou quoi, hein. C'est que je trouve que les acteurs étaient bons. Peut-être que l'histoire s'est téléphonée, ok, mais les scènes d'action sont bonnes, l'histoire est cohérente. C'est mieux que Dora l'exploratrice, quoi, tu vois. Je Oui, sais pas. mais tu vois, c'est toujours comment tu vas appréhender un film. Tu vois, c'est comme Star Wars 9. Moi, je chie dessus parce que j'adore la saga Star Wars, mais au-delà de ça, parce qu'il y a vraiment trop de problèmes qui n'ont pas de sens, comme le fait est de faire revenir un Dark Sidious. Et en plus, maintenant, on apprend sur Twitter qu'en fait, c'était un clone de. Enfin, tu sais, il rajoute des trucs, tu vois, Ouais. maintenant. Non, mais tu le savais que c'était un clone, Oui, ouais, toi. mais On en là, avait parlé. il pousse en t'expliquant pourquoi exactement. Enfin, bon, là, ça va trop loin, tu vois. Non, mais Euh, je le savais aussi, ouais, 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 t'inquiète. non, mais voilà, mais c'est pour dire que ça dépend comment on appréhende quelque chose, et ce qui fait que là, Tomb Raider, toi, tu l'as apprécié, moi, j'y chie dessus comme d'autres. Bah, c'est comme ça, c'est les goûts, c'est les couleurs, c'est comment on voit le film, c'est comment on l'interprète, parce qu'il y a aussi l'interprétation. Et par exemple, tu vois, moi, j'adore Star Wars 7, enfin, j'ai beaucoup apprécié. Ouais, Je ouais. savais qu'il y avait des erreurs, et j'ai vu la critique de Durandal derrière. Bah, Durandal, il m'a dégoûté parce qu'il a trouvé, enfin, il a expliqué toutes les raisons qui fait que Star Wars 7 n'est pas un bon film, mais pas, mais pas assez pour que je le déteste réellement, parce que je sais pourquoi je l'ai apprécié, je sais comment je l'ai Ouais. regardé et pour quelles raisons je l'ai regardé et comment je l'ai interprété. Et c'est ça qu'il faut se mettre en tête. Mais le souci, c'est que beaucoup de gens vont voir une critique, ils entendent que par exemple c'est bien, c'est mal, et puis après ils vont aller voir le film, ou inversement, ils sont allés voir le film, puis après ils vont voir la critique, et puis ils font, mais il dit que de la merde, il n'a rien compris au film. Ben si, il a peut-être compris des choses, c'est son interprétation qui n'est pas la même que la tienne. C'est pour ça qu'en fait, une critique, il faut pas la prendre comme acquis, il faut juste se dire que c'est un complément. En gros, bah voilà, c'est un complément de savoir comment les autres pensent. Parce que c'est toujours intéressant de voir comment quelqu'un d'autre pense, de la manière dont il pense le cinéma ou le film, parce que ça vous permet aussi des fois de vous dire, mais ouais, putain, mais c'est vrai, si je regardais ça comme ça, je l'aurais interprété d'une autre manière et j'aurais peut-être passé un meilleur moment, tu vois. Mm. Bon, après, c'est toujours compliqué de rentrer dans ce délire-là, parce que beaucoup de gens enchaînent juste les vidéos pour les enchaîner et ils se posent pas trop de questions, tu vois. Chacun voit midi à 14h. Donc, c'est pour ça, je peux comprendre que quand tu entends que toi, tu as aimé un film et que quelqu'un te dit que c'est de la merde, mais s'il le dit avec des arguments, ça va. Mais s'il n'y a pas d'arguments, c'est ça le problème, en fait. Ouais, ah, mais c'est évident parce que si tu veux avoir un avis simple, tu vas directement sur les sites comme Allociné, Voilà. c'est des forums. Et là, tu as des avis vraiment sectaires avec comment peut-on en 2020 mettre encore ce jeu d'acteur à l'image, etc. Enfin, c'est des gens qui vont te détruire parce qu'ils ils s'attendaient à autre chose. C'est ça que je veux mettre en valeur, c'est que tu as beaucoup de gens qui vont avec beaucoup d'a priori et d'espérance quand ils vont voir un film. Genre, mais il faut s'attendre à un truc tout simple. Quand tu vas voir un film comme The Boy là, qui vient de sortir, alors moi je savais même pas qu'il y en avait eu un avant là, et c'est The Boy, La Malédiction maintenant, ça y est, à la suite ou je sais pas quoi. Ouais, ouais. T'as vu les deux toi Eh ou ben pas? non, je savais même pas. Enfin, quand j'ai vu la bande-annonce du 2, je me suis dit, il y a eu un 1. Ouais, ouais, mais j'ai dit la même chose. Et je me suis dit, putain, mais en fait, il y avait deux films. Mhm. Et je veux dire, même quand t'es ado,
tu peux espérer un film qui va te faire peur sursauter, mais quand tu as passé, allez, 25 ans, à un moment donné, tu te dis, bon, ok, on va aller voir ça parce que ma copine, elle veut aller voir un film qui fait peur ou je sais pas quoi, on va changer de style au lieu d'aller voir un Marvel. Et bah, faut pas s'attendre à un truc magnifique, c'est du fan service, tous ces films-là. C'est une franchise énorme, quoi. Comment dire, les jumpscares, les films jumpscares, il y en a des tonnes et tu peux pas t'attendre à un truc magnifique. Et les gens, ils se permettent ensuite d'aller sur Allociné, dire des choses qui sont évidentes. Ben oui, mais de toute façon, c'est évident, mais en même temps, une critique qui fait, enfin, quelqu'un qui fait une critique sur ce film va dire ce qui est évident, mais en même temps, bah voilà, il y en a qui veulent avoir quand même un point de vue, surtout s'ils sont abonnés à la chaîne de cette personne, ils veulent avoir son point de vue parce qu'ils sont intéressés de sa manière de parler, de sa manière de voir les choses. Maintenant, c'est vrai que pour The Boys, c'est compliqué. Après, c'est un exemple, hein, voilà, hein, mais c'est vrai que bon, j'en avais pas du tout entendu parler, je savais même pas que ça existait. Moi, je croyais que c'était juste le petit copain d'Annabelle. En fait, j'avais rien compris du tout à l'histoire, moi, enfin, tu vois. Mais je sais que c'est un film qui va pas me plaire de base parce que c'est un film qui, certes, je vais avoir peur parce que je suis quelqu'un qui a facilement peur, mais par contre, au-delà de ça, est-ce que je vais passer un bon moment scénaristiquement ou voilà, parce que moi, j'aime bien aussi les films d'horreur qui essayent de me surprendre avec une ambiance, avec autre chose que des jumpscares. Je sais que c'est bien pour l'ambiance, on en a déjà discuté aussi. C'est de Ouais. l'ambiance horrifique, mais des fois il y en a qui se servent que de ça pour vous faire peur, alors que l'histoire, elle passe à côté. Il n'y a rien comme histoire, quoi. Ça Mm. tient sur une feuille de PQ. Et c'est un peu pour ça que je parle de Invisible Man, c'est qu'il fait partie de ces films qui avaient un potentiel, tu vois, mais il y a un problème scénaristique qui fait que moi, là, j'étais là en mode, non, c'est nul. C'est nul. Alors que pourtant, il y a de bonnes choses, mais non, là, je peux pas rentrer dedans. Donc c'est pour ça que quand je vais en faire la critique, je vais être obligé d'en parler négativement, mais je sais qu'il y en a qui vont passer un très bon moment. C'est un peu comme, pour revenir sur Durandal, Ouais. quand il fait les critiques des films Marvel, bon, il y a un exemple qui revient assez souvent, un argument, c'est que bah, scénaristiquement, ça vole pas très haut, tu vois. Et en vrai, il a raison. Le souci, c'est que, encore une fois, ça dépend de comment tu interprètes le film, et surtout quand tu as bien conscience qu'à la base, c'est une adaptation de comics. Les comics, c'est même pas 10 pages, enfin, j'exagère un peu, mais c'est que quelques pages pour vous faire vivre une histoire qui est des textes dans des petites bulles, donc ça veut dire que c'est des dialogues Ouais. qui volent pas très haut. Le concept, c'est t'as un méchant qui veut détruire la ville, ou voilà, t'as le gentil qui va essayer de l'arrêter, il l'arrête, baston, fin de l'histoire, tu vois, ça vole pas très haut. Et Oui, justement, bien quand tu sûr. adaptes des comics, il faut pas s'attendre à quelque chose de grandiose. Et c'est justement ce qui fait que les comics sont grandioses en soi, suivant comment on l'interprète et suivant ben, si on apprécie ça ou non. C'est pour ça que quand je vais voir les films Marvel, ben, je suis pas déçu parce que c'est des bonnes adaptations des comics. Voilà, c'est des grands films exceptionnels pour moi parce que j'ai l'univers des comics, mais dans des films de 2 heures. J'en prends plein les yeux. Je recherche pas un scénario très développé parce que c'est des comics. Ce n'est pas très développé. Ou alors il faudrait comme certaines histoires, comme l'histoire avec Thanos, vous regardez ce qu'ils en ont fait de Thanos, c'est incroyable. C'est la même chose dans les comics, mais c'est des histoires qui ont été développées sur des centaines de comics. Là où Mm. d'habitude on prend des petites histoires comme l'histoire des Spider-Man. Enfin, les Spider-Man, c'est quand même un mec, enfin c'est une araignée, enfin un homme araignée qui arrête le crime dans sa petite ville à lui, tu vois. C'est Ouais. pas dans le monde entier, lui, c'est juste New York, voilà, il est là. Fin de l'histoire, il fait son petit truc, il arrête des méchants qui vont voler de l'argent, ce genre de truc. C'est Mm. pas incroyable, et pourtant c'est ce qu'on aime voir de Spider-Man, et c'est ce Mm. qu'on veut retrouver au cinéma. Donc c'est pour ça que je peux comprendre qu'on peut détester les films Marvel, mais il faut bien comprendre, à l'origine, c'est quoi les films Marvel? Ils adaptent quoi exactement? Et quand tu as ça dans ta tête, tu te dis, ah, donc les films Mm. sont pas si mauvais que ça en fait. Voilà, Bah non, parce qu'à la base, il n'y a rien. C'est ça, comme c'est tu ça. dis, à la base, t'as un Faut pas méchant, s'attendre à grand t'as un chose quoi. héros, et faut combler tout le monde entre le début et la fin de la bande dessinée, quoi. Et Et si c'est tu pas veux une évident, histoire hein. un peu plus développée, à ce moment-là, tu vas sur d'autres types de films. Tu vas par exemple sur, enfin, je prends cet Mm. exemple parce que je les adore, Les Seigneurs des Anneaux. Les Seigneurs des Anneaux, t'as là l'histoire, quoi. Tu vois, c'est des Mm. trucs, t'as plein d'histoires, t'as plein Ah oui, d'intrigues. là c'est limite, il y a trop, en Ouais, fait. Il y non a mais trop, voilà, là. mais tu vois, c'est Ouais. pour ça, c'est suivant ce que vous recherchez à l'instant T ou comment Mm. l'interpréter. Et c'est pour ça, des fois, c'est là où, avec Durandal, je rentre vraiment en désaccord quand je le vois parler des films Marvel. Là, ça me fait un peu plus chier parce que j'aimerais qu'ils disent, oui, bon, c'est tiré de comics, donc c'est peut-être pour ça aussi. Et ça, il le fait pas malheureusement. Mm. Ouais, il y a pas, c'est ça que je te dis, en fait, enfin, que j'ai pas exprimé tout à l'heure, mais
il est trop rentré dans un personnage caricatural qui va analyser la petite étincelle au moment T, au moment M, Ah au oui, mais c'est temps sa T. personnalité. Voilà, moi je me souviens quand il a parlé du film, comment dire, Rogue One, avec la qualité de la pellicule au cinéma. Moi je te jure, hein, quand j'ai vu Rogue One à la fin du film où il a cette pellicule un peu scintillante, là, il avait utilisé un terme qui était tout à fait juste, je sais plus lequel c'était. Mhm. Je sais pas si tu t'en souviens, Ah mais non, en fait, je me suis dit au cinéma, putain, mais en fait, l'image elle est légèrement floue et qu'est-ce qui se passe en fait à l'écran? Ils avaient utilisé en fait un système pour filmer les dernières scènes de combat là, avant que l'antenne explose là sur la, je sais plus enfin, je sais plus le nom, je sais même plus le nom de la Mhm. planète tellement c'était le bordel. C'est le bordel. Et l'image, pour moi, elle me semblait floue, et puis les couleurs beaucoup trop saturées. Mais c'était fait exprès, en fait, dans le film. Et lui, c'était un des seuls mecs qui avait trouvé ça intéressant à l'époque, et il t'avait expliqué, en fait. Mais moi, un spectateur lambda qui va voir le film, en fait, je me dis, l'image, elle a un problème, elle est pas nette, tu vois. ouais, Et il est capable de t'expliquer les trucs comme ça, en ben oui, fait. ouais, mais tu vois, moi, c'est le genre de détail, comme toi, je m'en fous un peu, mais ça m'intrigue, tu vois. Je me dis, ah tiens, c'est pas. Ouais. Enfin, ah, ils ont utilisé ce système. D'ailleurs, là, encore une fois, pour revenir sur sa critique d'Invisible Man, donc il a parlé du réalisateur, et je crois que c'est pour un autre film qu'il avait réalisé. Alors, en fait, il y a un moment, il y a un personnage qui se penche en avant et en arrière, et t'as la caméra qui suit parfaitement son mouvement. Et en fait, t'as Durandal qui nous a expliqué, dans sa critique d'Invisible Man, qu'en gros, ils ont collé un iPhone dans le dos du mec, et avec Ah, une application connectée à la caméra qui elle est en mode gyroscope, et bien ouais. quand le mec il se penchait, la caméra automatiquement se penchait. Et tu vois, c'est le genre de truc. Excellent, ah Ouais, ouais. non mais tu vois, moi c'est des détails, je trouve ça c'est cool, mais ça me change pas ma vision du film. Hein. Moi sur le Mhm. moment quand je vois la scène, je fais juste bah le mec il s'est penché, la caméra l'a suivi. Pour moi c'est normal, mais lui il va te dire c'est normal parce que et je trouve ça intéressant, ça apporte un peu de l'or. Tu vois, c'est un bonus que fait Durandal, c'est un bonus, c'est comme ça te permet de voir qu'en fait, bah, il y a des petites techniques par-ci par-là qui sont utilisées par les réalisateurs, par les scénaristes, voilà, parfois pour te duper ou au contraire pour t'envoyer encore plus de rêves dans les yeux. C'est pour ça que c'est très intéressant. Après, encore une fois, ça dépend de ce que vous recherchez comme critique. Si vous recherchez un mec un peu lambda qui parle juste simplement, ben, vous allez voir d'autres critiques. Mais si vous voulez quelqu'un qui va vous sortir des petits détails que vous ne voyez pas, allez voir Durandal. Hmm. Ouais, ouais, c'est certain, c'est certain. Mais c'est Hmm. dommage, tu vois, qu'en France ou dans le monde entier, on n'est plus forcément. Bah, c'est normal, hein, tu me diras, hein, le format vidéo, c'est le plus simple hein, pour distribuer en fait l'avis qu'on a sur un tel ou tel sujet. Ça parle plus aux gens, les gens n'ont pas besoin de lire, etc. Mais les forums qu'il y avait à l'époque, il y a encore 5 ans peut-être, c'est les gros forums, et ça n'existe pratiquement plus, j'ai l'impression, où les gens vont voir leurs critiques de cinéma là-bas, et puis ça, c'est un peu déserté, même, tu vois, sur des sites comme Allociné, t'as du mal à trouver si t'es pas forcément inscrit, etc. Ouais, et puis même si tu C'est... regardes les commentaires, c'est genre 3-4 lignes. Tu vois, max, pour histoire de te dire juste, j'ai aimé, tac, 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 fin de l'histoire. Voilà. Ouais. Ouais, il faut pas Ouais, aller trop loin parce que les gens ne lisent pas. Enfin, t'as vu des gens aussi sur Amazon écrire des critiques, en fait? bah, Tu vois ce que je veux dire? ça fait peur. Ah non, mais oui, non, mais tu sais, c'est comme les tests, tu sais, pour Gameblog entre autres. Quand à l'époque je regardais leurs tests, je regardais quasiment pas le test, je regardais la note. J'ai pas le temps. Ouais. Et c'est pas une question de pas avoir le temps, c'est surtout que je m'en fous un peu, je veux juste savoir la note. En fait, la note, moi, me permettait juste de savoir, ok, il a mis cette note, connaissant un petit peu l'univers enfin, du développeur du jeu, ou voilà, je sais que ça va pas me plaire, donc je sais que la note sera pas la bonne. Mais ça me donne juste, voilà, un coup d'œil rapide, en fait, au jeu, comme pour une critique, en fait. C'est vrai que écrire, et donc après, il faut écrire genre des pavés César pour expliquer pourquoi t'as pas aimé ou aimé, C'est ça, c'est ça. bah, il faut que la personne derrière se dise ah bah je vais prendre le temps de tout lire, ouais, mais c'est un peu long quoi. Et en fait, les gens, c'est speed. En fait, aujourd'hui, on consomme les vidéos comme on consomme du fast-food. C'est du fast-food, on enchaîne les trucs. Mais en soi, c'est pas un mal. Mais à ce moment-là, ça demande aux gens de s'adapter. Ce qui est Hmm. forcément le cas, enfin, ce qui est forcément le cas plus facile sur YouTube parce que les gens s'adaptent très très facilement. Ok, t'aimes ça, hop, bah, je te le fais vite fait, ça me prend 2 secondes. Hop, tu veux ça, hop, je te le fais aussi. C'est Hmm. bien comme c'est mal. C'est vrai que ça évite peut-être que des gens très talentueux, par exemple à l'écrit, arrivent à s'exprimer et qu'aujourd'hui on arrive à les écouter.
Tu vois, c'est un peu dommage. Mm. Il y en a qui cartonnent encore toujours. Je vais prendre le cas de Exerve qui faisait, pour l'instant il n'en fait plus, mais il faisait des guides pour les Dark Souls. Ça veut dire qu'il écrivait des bouquins, des livres entiers où il Ah t'expliquait ouais? les techniques. Ah ouais, c'est des guides écrits pour Dark Souls pour t'expliquer comment tuer ce mob, comment récupérer ça. Enfin, il t'écrivait un bouquin sur le jeu. Et ces guides ont marché, hein, parce que ça s'est bien vendu à certaines personnes, parce que les gens, en fait, ont joué au jeu. Ils se sont dit, tiens, il y a peut-être plein de choses, ou peut-être que j'arrive pas à faire certaines choses, et ils sont tombés sur ce bouquin, ils se sont dit, mais attends, je vais quand même prendre le temps de le lire, et là, ils ont découvert un mec passionné. Et en fait, c'est ça aussi, c'est que c'est difficile aujourd'hui de suivre quelqu'un et de le lire, en tout cas à l'écrit, parce que tu sais pas s'il est passionné. Et comme tu sais pas, ça te donne pas envie de le lire, tu vois. C'est un peu comme ces tests sur Gameblog, quand ça soit Plume ou Mes couilles ou machin, je vois toujours les mêmes pignoufs dire exactement la même connerie. C'est des mecs, j'ai l'impression, c'est toujours des vendus, et ils le sont en général parce qu'ils surnotent, on va pas se le cacher. Comment ça peut te donner envie de les lire, en fait, tu vois, c'est ça le problème. Moi, Mm. quand Jeux Actu a sorti un 21 sur 20 sur Red Dead Redemption 2, ils ont écrit un test. Mais ça me donne pas envie de le lire, cette merde. Un 21 sur 20. Mais direct d'avant, je sais que c'est pas bon. Je vais pas le lire, tu vois. Alors que si le mec, il me dit, je lui mets genre un 18 sur 20. Mais en tant que personne, en tant qu'amateur de jeux vidéo, je lui mets un 20 sur 20. Là, je me dis, ah, je vais lire son test, tu vois. Parce que il a réussi à comprendre qu'il y a des défauts qui font que la note chute. Mais en tant que passionné, sa note réaugmente. C'est un peu ce que je fais moi avec mes tests. Enfin, ce que je faisais, c'est que pour Zelda The Breath of the Wild, c'est un jeu, je mets un 20 sur 20. Mais c'est un jeu qui, quand tu vois les défauts et les qualités, bah, tu vas plutôt sur un 16-17 sur 20, tu vois, sans problème. Ouais, ouais, Voilà. ouais, ouais, c'est sûr. Mais tu vois, pour parler d'un autre sujet d'actualité, bientôt il va avoir les remakes. Je voulais en parler aussi. Ouais. Il va avoir les remakes sur PS4 de Final Fantasy VII et puis Resident Evil 3. Est-ce que parmi ces deux jeux, il y en a un que t'attends ou pas du tout? Alors, j'ai déjà dit, parce qu'on a eu beaucoup de débats, on a déjà parlé de Resident Evil dans le jeu vidéo, on avait fait une grosse émission. Ouais. Bon, pas Final Fantasy, mais bon, en même temps, ça va être chaud. Mais j'attends surtout Final Fantasy VII d'une, parce que je n'aime pas spécialement les Final Fantasy. Je suis pas un gros amateur, genre les. Je Ah, suis pas. tu l'as Non, jamais fait sur PS1? non, non, D'accord. non. Le seul que j'ai fini, et ça a été fait sur ma chaîne Twitch, c'est Final Fantasy XV. Voilà, c'est pour vous dire, c'est le seul que j'ai fini. J'avais fait pas mal le 12, mais j'ai perdu mes sauvegardes, donc j'ai jamais fini. J'ai vu le 10 et le X2, mais bon, je les ai jamais vus finis, donc c'est un peu compliqué. Mais de moi-même, c'est vrai que je suis pas un amateur spécialement des FF, parce que je trouve les histoires qui me bottent pas trop. Tu vois, les personnages, je suis pas trop montré, mais je comprends pourquoi ça marche. Attention, hein, je comprends qu'il y en a qui soient fans, mais j'avoue que le Final Fantasy VII Remake, quand j'ai vu à l'E3 les graphismes, quand j'ai vu le gameplay, je me suis dit, putain, ça me botte un peu plus, tu vois. Il y a un côté un peu Mhm. action, c'est toi qui contrôle. Et, alors j'aime bien le tour par tour, mais là j'avoue, je trouve que ça marche très bien. Surtout que bah, j'ai fait Final Fantasy XV et on reprend un peu le même concept à la base, où c'est toi qui te déplaces sur le champ de bataille, tu peux aller derrière ton ennemi pour lui faire plus de dégâts. Enfin, je trouve ça hyper intéressant, donc j'avoue que ce FF7 Remake, il me donne envie. Après, pour Resident Evil 3 Remake, bah, vu la qualité du 2, faut être honnête, ça donne bon espoir, hein. On peut que s'attendre à un très bon remake. Mais on se rend compte qu'actuellement, remake, remasterisé, en fait, on réutilise ce qui a marché à l'époque pour faire des ventes, parce qu'aujourd'hui, peut-être que les actus, enfin les nouveaux jeux, les nouveautés, la fraîcheur, ben, ne fait pas rêver. Mhm. Ouais, bah ouais, c'est étonnant, hein, mais regarde, ce remake là, apparemment, bon, moi j'ai des infos dessus, c'est que le remake, il y aura des quêtes annexes qui n'étaient pas dans la version PS1, qui étaient sur 4 CD à l'époque, c'était énorme, hein, parce que 700 mégas x 4, 2 giga 8, pratiquement de données, et puis il y avait comment dire, des bandes sonores magnifiques qui vont être retravaillées, remises à neuf sur la version Blu-ray. Et ce jeu sur Blu-ray va faire 100 mégas, 100 gigas, excusez-moi, avec deux Blu-ray apparemment. Mhm. Donc ça va être quelque chose d'énorme, d'énorme, hein. Je pense que là, tu vas dépasser facilement la durée de vie d'un GTA V qui était à autour de 50 heures minimum. Là, j'ai même pas envie de compter parce que s'ils rajoutent des quêtes annexes et tout, ça va être. Et puis les graphismes, voilà, moi ça me donne envie de redécouvrir le jeu, même si je me suis arrêté au milieu du jeu, moi, sur FF7 à l'époque. Je l'avais en français. Et là, les voix elles vont être
digitalisé en français apparemment aussi. Alors est-ce qu'il y aura tous les textes? Je sais pas, parce que il y a une... Je peux te dire que là, au niveau des textes, tu vas être servi, hein. Il y a une tonne de dialogues, hein. C'est assez incroyable. Je sais même pas si... Pour moi, il va avoir du zappage, c'est obligé, parce que je vois pas comment ils vont utiliser des acteurs qui vont jouer tous les rôles en parlant pendant tout le jeu. Je sais Mais pas si... bah, t'es obligé, enfin, soit tu le fais à fond, soit tu le fais pas du tout. Donc c'est pour ça que très souvent, il y a beaucoup de jeux aussi aujourd'hui qui se contentent d'un seul doublage, donc le doublage anglais, puisque en général, c'est des jeux voilà, faits par des Anglais. Enfin, voilà, c'est la langue de Shakespeare, on va dire, la langue la plus maîtrisée dans le monde entier. Donc du coup, tu te contentes de ça, et après, derrière, tu as la traduction écrite en français. Après, est-ce que là, il y aura du doublage français, doublage japonais, doublage, enfin, tu vois, tout type de doublage, je ne sais pas. Après, c'est sûr que si par exemple il n'y a pas de doublage français, ça veut dire que vous aurez que des textes en français. Donc pour ceux qui n'aiment pas spécialement lire et qui ne maîtrisent pas par exemple l'anglais, eh ben, il va falloir lire quoi. Donc ça va être un poil compliqué. Mais comme tu dis, hein, c'est un jeu qui va. Ben, en fait, c'est FF7 dans le papier, mais en fait, c'est comme si il était jamais sorti. En fait, on va vous sortir Ouais, un jeu FF7 c'est comme ça. voilà, c'est tout nouveau, c'est tout frais et comme on l'a vu avec Resident Evil 2 Remake, qui était finalement un nouveau jeu à part entière. Alors que pourtant, on Ouais, reprend la même truc et tout, mais ça à la limite, ça me vend du rêve parce que je me dis quand même, bah, avec les technologies d'aujourd'hui, avec le talent des gens d'aujourd'hui, on peut créer des jeux de l'époque, mais de fois 1000 quoi, tu vois, c'est ça en Mhm. fait. En fait, Final Fantasy VII, il était exceptionnel pour beaucoup de gens, bah là, ça va être exceptionnel peut-être pour des milliards de gens. Enfin, après, c'est tout le mal que je lui souhaite, hein. Peut-être que je suis dedans là pour l'instant, mais quand je vais jouer au jeu, je vais être en mode, moi je m'en bats les couilles, je trouve ça chiant. Et c'est peut-être pas impossible, hein, parce que j'ai pas le même goût que la plupart des personnes en matière d'écriture. Je trouve que ça vole jamais très haut dans les FF, mais bon, ça c'est mon avis personnel. Mais voilà, c'est vrai que c'est un jeu que j'attends parce qu'il mérite la curiosité, comme tu dis, hein, plein de quêtes secondaires nouvelles, enfin de plein de trucs nouveaux, le gameplay qui change, hein, forcément, là c'est plus du tour par tour, les graphismes, les musiques, les cinématiques qu'on a pu rien que voir pendant certains E3, tu te dis, oh, ah ouais, quand même, ça claque. Donc on sent qu'il y a un amour apporté sur ce FF, et j'espère que ça va payer, en tout cas c'est tout le mal que je leur souhaite, mais par contre, c'est sûr que s'ils doivent faire ce travail-là sur tous les FF, ça leur demanderait des années avant de sortir d'autres remakes, hein. Ah, c'est sûr. Mais il y a un remake du Final Fantasy 9 aussi qui mettrait vraiment en valeur le jeu parce qu'à l'époque, si tu veux, FF9, quand il est sorti, c'était plus. On était retourné à l'ambiance Secret of Mana. Je sais pas si tu as connu ces jeux-là qu'il y avait Mhm. sur Super NES avec des graphismes très très enfantins, avec des petits personnages, ambiance médiévale, etc. Mhm. Et je pense que refaire ce jeu-là en remake sur une PS5, peut-être dans le futur, parce que comme tu dis, bah, FF7, peut-être il sort maintenant, ok, mais peut-être qu'il a eu 2 ans de développement pour être refait complet, parce Ouais. que c'est un jeu énorme, énorme, énorme. Ouais, ah ben non, mais c'est sûr, ça prend du temps, mais est-ce que, par exemple, allez, soyons fous, on se dit que le jeu, bah, il sort dans quelques années de plus, donc en gros, là, il sort pas cette année, mais il sort dans quelques années, est-ce qu'on pourrait pas faire Lequel? Le 7? ouais, là, le 7, on te dit, bon, ben voilà, il sort pas cette année, on travaille dessus encore quelques années. Tu peux rendre le jeu encore plus exceptionnel. Mais bon, le souci, c'est qu'au bout d'un moment, t'as donné une date, donc t'es obligé de te respecter. Sachant qu'en plus, il a été repoussé, donc déjà, les gens ont gueulé. Sachez qu'en plus, à la base, quand même, quand le jeu a été annoncé, enfin, en tout cas, ce remake, il parlait déjà de faire un jeu épisodique. Ça devait être un jeu qui était coupé, c'est-à-dire qu'on devait avoir l'épisode 1, puis après on devait avoir une autre partie du jeu, puis après une autre partie, sauf que quand ils ont vu que les gens ils ont dit non, on veut le jeu entier, et ils ont fait oh merde, bon, bah, on va devoir Ouais, retravailler tout ça, donc c'est ça, c'est c'est pour ça. ça, hein, ça a pris du temps, Je, hein. je me souviens de cette histoire où ils voulaient sortir seulement le début du jeu Ouais. ou un truc, tu sais, une espèce de spin-off et refaire. Non, mais moi, alors pour mes souvenirs, je peux te dire que c'est vrai que moi, n'étant pas spécialiste des RPG à l'époque, parce que c'est pas un RPG tactique, hein, c'est un RPG aventure. Faut bien, moi, je discerne bien les trucs. Au niveau des RPG, il y a plusieurs types de RPG. Tu peux pas dire ça, c'est un RPG. Voilà, point final. Non, il y a RPG tactique, RPG action, RPG aventure. T'as même RPG à la Donjon Master. Tu vois, t'as des trucs vraiment différents à la vue FPS, etc. Là, c'est de l'action-aventure avec même des petites scènes de plateforme, hein, des toutes petites scènes de plateforme où tu devrais aller chercher des trucs à droite à gauche, etc. avec ton personnage. Comme quand tu joues à. Attention, je dis pas Crash Bandicoot ou quoi, mais un Medieval où tu sais, tu dois ouvrir des boîtes, les ramener dans d'autres secteurs, etc. Tu verras, ça mélange de tout. Et je pense que ce jeu-là,
ça va être un carton énorme pour ceux qui n'ont jamais joué à la première version. Et moi, quand j'ai joué, c'est ça que je voulais dire, quand j'ai joué à la première version en 97, si je me trompe pas de date, Mhm. et ben ce jeu-là, ça a été une claque énorme, hein, parce que sincèrement, sur PS1 à l'époque, bah, qu'est-ce qu'il y avait? Bah, c'était des jeux en 3D à la con, avec de la fausse 3D complètement lamentable. La 3D était une excuse à l'époque, hein, pour faire des jeux. Et là, on est retourné aux sources des jeux RPG qu'il y avait sur la Super NES, avec des décors légèrement en 3D qui donnent du relief un peu. Mais c'était plus des scènes, tu sais, fixes. Et le personnage se déplaçait un peu comme dans un Resident Evil, avec des scènes fixes, si tu veux, avec de la fausse 3D, Mhm. des éléments en 3D. Et la PS1 était vraiment géniale pour ça, parce que elle était capable de gérer plusieurs types d'éléments dans un décor, de 2D, semi-3D, etc. Et puis en plus, les musiques, etc. L'aventure qui était hyper longue. C'est vrai, comme tu dis, par contre, c'est que les histoires, franchement, il y a des moments, tu te dis, c'est débile. C'est la vérité, quoi. Mais écoute, s'ils arrivent à changer légèrement le scénario, je sais pas, Ouais, je pense qu'ils plus vont pas adulte. toucher quand même au cœur du scénario, parce qu'il faut quand même garder ce qui a marché, enfin, ce qui a fait la patte, on va dire, de FF. Et après, c'est pas une critique quand je dis que je trouve ça que ça vole pas haut. Il y en a qui adorent, hein, mais c'est vrai que on m'a toujours vendu les FF comme des grands jeux écrits, incroyables. Tu sais, je m'imagine plein de trucs, et quand je vois les scénarios, je me dis, mais c'est- c'est nul. Enfin, tu vois, c'est plat, quoi. Enfin, mais Ouais, ouais. c'est quand même cool, hein. C'est divertissant, voilà. Pour moi, c'est Mm. des trucs divertissants. Maintenant, est-ce que ça va attirer un nouveau public? Sûr que déjà les fans des FF seront au rendez-vous, ça c'est sûr. Donc déjà, on parle déjà de millions d'exemplaires vendus sans problème, hein. Déjà, au niveau des précommandes et tout, ça se vend comme des petits pains, il n'y a pas de souci. Ah oui, et puis les éditions Et les collector, éditions collector Oh, à 400 ou 500 boules avec aïe, aïe, les aïe. trucs. Ah, la moto, là, j'ai Euh, vu, c'est ridicule. Combien? 499 € ah, avec je la sais moto, je sais pas plus. quoi, mais fais Enfin, quoi? Tu peux monter dessus? Tu peux aller faire tes non, courses mais avec? oui, mais non, mais ouais, tu sais, ça prête à sourire, mais tu sais, je vous invite à regarder, bon, pour Micromania, mais quand vous regardez le prix des figurines à 200-300 boules, tu te dis, ah ouais, mais en même temps, quand tu vois les détails, quand tu vois les matériaux utilisés, ben c'est normal que ça coûte cher. Après, il y a aussi la marque que vous payez, donc c'est un peu le souci, c'est que c'est difficile de vraiment juger, est-ce que cette statue de FF vaudrait réellement, enfin, ce prix-là, s'il y avait Ouais. FF écrit dessus, tu vois, est-ce que Ouais, je c'est... sais. Bah, combien de fois ils ont sorti des éditions collector avec des DVD à l'époque? L'édition collector de Retour vers le futur qui était dégueulasse avec une espèce de DeLorean qui était même pas détaillée. Ils te vendaient ça presque 90 €, je me souviens. T'avais des éditions collector de jeux vidéo aussi avec Uncharted et tout. Enfin, c'était une catastrophe. Ouais, mais en fait, sortir un collector, c'est juste pour dire, bah écoute, vous êtes fan, vous êtes prêt à débourser un peu plus. C'est une manière de soutenir et en même temps de t'offrir un cadeau, tu vois. Les gens, quand ils sont fans, ils sont pas vraiment regardants. S'ils aiment vraiment, ils vont payer. Et la preuve, hein, c'est que ça s'est vendu, hein, donc il n'y Ouais. a pas de souci. Ouais, 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 ça fait mal, mais là, j'ai vu le prix. Non, mais 500 € je crois, comme tu as dit, c'est pas possible. C'est Bah, le prix d'une PS5. Bah, en tout Merde. cas, pour moi, en tant que non-fan, c'est sûr, j'aurais jamais pris ce prix-là. À la limite, on me dit, bon, ça vaut 100 et quelques boules, vu la gueule de la statue, je dis, allez, je paye. Même si je suis pas vraiment fan de FF, je dis, ah, je la trouve classe, j'achète. Mais étant pas un gros fan, c'est sûr que pour moi, c'est trop exorbitant. Mais après, c'est comme si vous êtes fan de Batman et que vous prenez, je sais pas, une énorme figurine de Batman à 400 boules, hein. Il y en a, voilà, ça dépend en fait, si vous êtes fan ou non. Mm. Si vous avez les moyens de vous faire plaisir, ou si vous vous êtes dit, bah écoute, je me suis rien offert depuis des années, puis j'ai envie de me faire plaisir, faites-vous plaisir, il n'y a aucun souci, hein, ça n'augmentera pas la qualité du jeu, hein, mais au moins vous êtes fait plaisir parce que vous êtes fan de l'univers et ce serait con comment dire, de pas en profiter. Mais c'est vrai que c'est pour ça que je disais la question, est-ce que ça vaut quand même ce prix-là en fait? Est-ce que c'est pas juste la marque Final Fantasy qui fait que le prix est aussi exorbitant? Et c'est ça le souci, c'est que c'est Mm. certainement pas la qualité, malheureusement. Et on l'a déjà vu, on le voit très souvent maintenant dans les collectors, c'est qu'on paye enfin, on paye très cher, et quand tu regardes la qualité par exemple de la figurine, ou voilà, tu te dis, ah ouais, mais quand même, c'est un peu du foutage de gueule. Bah non, en fait, t'as payé la marque, c'est un peu le Mm. problème. Bah, en fait, pour rassurer les gens, hein, il y a certains sites qui la vendent à 500 €, mais je pense que c'est plus en import. Mais tu as des sites, apparemment, quand elle va sortir en France, ça sera 329 € à l'édition avec la moto, la statue, et puis l'artbook.
Moi, alors moi, j'ai déjà acheté un artbook de Final Fantasy VII qu'on peut trouver déjà dans le commerce. Et il y a tous les finales qui ont été faits avec les détails graphiques, les personnages, etc., l'histoire. Et là, il y aura un steelbook aussi, comme d'habitude, hein. Et Hmm. puis la BO du jeu incluse, qui sera énorme. Mais quand je vois la gueule de la pochette CD qui sera en carton, ouais, franchement, faudrait faire un peu plus d'efforts pour 329 € pour le mec qui va acheter, quoi. C'est assez moyen, je trouve, le pactage. Alors, est-ce que tu te souviens, toi, de l'édition collector Resident Evil 2 avec la malle et le blouson en cuir vendu au Japon pour 1500 $, je crois. Oh bah, Est-ce que tu te souviens de ça? alors, pas du tout, mais par contre, je sais que pour Devil May Cry 5, ils vendaient des tenues, enfin les manteaux, Ouais, et ça valait ce prix-là. Et si ce n'est plus, je crois que c'était 2-3 000 dollars ou euros, je sais plus, ouais, enfin bon, bref. ouais. Mais ouais, mais c'est ça, c'est que quand une marque est connue, tu peux vendre tout et n'importe quoi à un prix totalement exorbitant, même si les matériaux, enfin je veux dire, ça restait enfin, des matériaux utilisés pour toutes les fringues qui existent, et ben non, tu payes la marque, et c'est ça aujourd'hui, c'est que tu payes plus souvent une marque que la qualité en elle-même. Ouais, ah ouais, mais c'est pareil partout, hein. Je pense qu'aujourd'hui, tu sais, les grandes compagnies, comme elles sont pas mal piratées au niveau des jeux, etc., elles ont besoin de se retrouver avec les produits dérivés par moment, et c'est ce qu'on retrouve chez Square Enix, Squaresoft, etc. C'est des compagnies à l'époque déjà, à la base. En 97, ils étaient assez forts au niveau marketing pour produits dérivés, hein. Quand tu allais dans les boutiques de figurines, il y avait énormément de choses dérivées de leur jeu. Parasitev, je me souviens, Parasitev, moi franchement, j'adorerais voir le remake du premier jeu. Et tu avais cette héroïne avec différentes versions qui étaient sorties en sculpture, comme les DBZ d'aujourd'hui. Tu vois, moi, c'est ça qui me sidère. Mais comment il peut avoir autant de fans de DBZ dans le monde aujourd'hui ou en France? T'as l'impression, tu vois, dans un magasin manga, il y a que du DBZ en sculpture figurine, et ça me fait halluciner. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose, je veux dire, que les gens ils voudraient voir? Du Ken Bah, le survivant, tout ça, tu vois? Ken le survivant, ça parle encore moins, parce que c'est C'est encore. trop vieux. Bah, c'est pas que Ouais, c'est trop vieux, mais ça t'as passe pas. plus. Et ouais, t'as pas de réédition non plus, tu vois, t'as pas genre de. Alors que DBZ, bah regarde, t'as eu Dragon Ball Super. Alors même si vous pouvez trouver ça à chier, bah ça donne l'avantage que du coup, bah les gens se disent ah, je connais pas DBZ, Dragon Ball Super. Ah bah tiens, je vais regarder le reste, tu vois. C'est malin, Ouais. c'est. En fait, ça continue à vivre DBZ là où, comme tu dis, Ken le survivant ne vit plus. En fait, vit chez les nostalgiques. Et c'est ça le souci, c'est que c'est bien beau d'être nostalgique, d'être fan de la première heure, mais vous êtes combien? Et c'est ça le souci, c'est que vous êtes pas assez. Enfin, vous êtes D'accord. assez, mais pas Ouais, je assez vois ce que pour. tu veux dire. Voilà. Ouais. Ouais, ouais. Ah, je vois tout à fait. Mais je me dis, c'est quand même hallucinant qu'en France, à chaque fois que tu rentres dans une boutique de manga, il y a 70-80% de figurines de DBZ. Moi, j'en peux plus. Je me dis, mais ils veulent nous matraquer ou ils ont des produits à revendre qu'ils avaient stockés il y a des années et ils veulent les rebalancer. Mais tu vois, je pars dans le mauvais esprit, bien sûr, mais Non, je me non, dis, mais. c'est dingue qu'il y ait autant de fans encore aujourd'hui de DBZ. C'est incroyable. Ben oui, mais parce que il y a eu beaucoup plus de générations qui se sont suivies, qui ont apprécié. Parce que je sais Ouais. que dans ma famille, il y a peut-être plus de personnes qui ont apprécié DBZ que Ken le survivant, alors que c'était de grandes choses, mais. Voilà, c'est comme ça, on peut rien y faire, hein. C'est comme Berserk, hein. Très peu de gens connaissent, alors pourtant c'est un truc incroyable, hein, comme univers. Et Ouais, ouais. t'as plein de trucs qui vont pas disparaître, qui vont exister, mais qui ne seront peut-être jamais renouvelés. On va pas investir de l'argent dessus. C'est un peu comme DC, hein. DC, c'est des figurines de Batman. Il n'y en a Euh, pas tant que ça, hein, ouais, je mais trouve, ouais, hein. mais t'en as plus que Marvel, hein. T'en vois beaucoup, toi, des Ouais. Iron Man, des Thor et Non, tout, non, non, tu vois. Mais non, par contre, encore Batman, moins. t'en as un peu plus. Parce que Batman, c'est un peu plus rentré dans le côté produit dérivé, on va dire. Ça se vend plus facilement qu'un produit Marvel. Bon, ben, ouais, tu vas à la limite acheter des slips et des chaussettes, mais voilà. Alors que tu vois, Star Wars, encore une fois, c'est la même chose. Star Wars, c'est un truc qui va vivre encore pendant des siècles et des siècles en matière de Mm, produits dérivés, quoi. T'en verras mm. toujours, en fait. Je sais pas si tu as vu, mais quand tu fais un tour sur Amazon ou des sites de vente comme Zavi, putain, mais les produits dérivés qu'il y a autour du dernier film, parce que c'est la fin d'une saga, ils ont sorti toutes les tenues différentes pour tous les personnages à différents moments du film. T'as les Funko Pop qui ont sorti des éditions collector des 40 ans du premier Star Wars avec
Yoda et sa hutte, t'as des scènes refaites avec, tu sais, Leia et Han Solo dans Mhm. l'Empire contre-attaque, qui sont jamais sortis. T'as Luke à l'entraînement, des Funko Pop, vraiment collector, on va dire, parce que je pense que ces Funko, quand tu... Après, je sais pas si tu es fan de ça ou pas, Ouais, j'en ai mais quelques-uns. t'en as quelques-unes, Ouais. ouais. Et je pense que tu vois, c'est ce genre de truc, tu les retrouveras pas dans le futur. Je pense que quand t'es fan, faut les acheter. Mais tu vois, tout ce qui est des BZ, t'as l'impression que t'achètes un truc. Ou même Batman, t'achètes une figurine de Batman de DC ou d'Iron Man chez Marvel, etc. Tu t'achètes un truc de chez eux, t'as l'impression que ça va pas être collector parce qu'ils vont te refaire les mêmes trucs dans 5 ou 6 ans qui seront exactement pareils ou avec une meilleure matière. Et moi, des BZ, j'ai vu des trucs en vente sur Paris dans les magasins de manga. Comment dire, les joints entre les sculptures quand tu assembles ta sculpture en plastique, Mhm. ça ressemble à rien. Je suis désolé. Ok, il a des muscles et tout, c'est 30 euros, c'est pas cher, hein. Mais une belle figurine, quand tu l'achètes, en général, c'est plus de 60, 70. Et là, 30 euros, c'est de la camelote. Après, je veux dire, ça a un intérêt de collectionner ce genre de trucs aujourd'hui, pour toi, par exemple? Bah après, ça dépend quel type de collectionneur on est, ou est-ce qu'on veut juste habiller par exemple une pièce, ou voilà, tu vois, moi par exemple, j'ai des trucs que vous trouverez plus jamais, comme le collector de Gears of War, tu vois, avec un Marcus Ouais, Phoenix et tout. J'ai des chaussures Gears of War que vous ne trouverez quasiment plus parce qu'elles n'ont pas été rééditées, qui est ce genre de choses. Il y a plein de choses qui existeront plus en fait en soi, mais j'achète aussi beaucoup de merde que je sais que je pourrais trouver à nouveau un jour, comme les bustes de Star Wars, tu sais, ben, qui étaient vendus mm, par, je sais plus, Altaïa ou voilà, et qu'ils ont ressorti ouais, il y a pas longtemps. Bah, c'est des trucs finalement, tu peux trouver facilement, mais je m'en bats les couilles, tu vois. J'aime bien Star Wars, ben, je m'en suis acheté un, ça habille mon coin bureau. C'est comme ça, tu vois. On s'en fout en fait. Encore une fois, ça dépend si vous êtes fan ou non, si vous êtes prêt à débourser de l'argent. Si vous êtes un gros fan de DBZ, ben, vous avez des figurines qui certes sont sur l'aspect peut-être plus rare, comme un énorme Broly que vous trouverez difficilement, mais vous savez que peut-être qu'un jour ou l'autre ils vont sortir à nouveau un Broly, tu vois. Elle sera peut-être pas mm, exactement la même, mais tu te dis, bah, tu seras pas passé réellement à côté. Mais voilà, c'est comme tout, hein, ça dépend de son point de vue et de ce côté fan en fait. Tu vois. Moi, je ouais, suis fan ouais. de Star Wars, mais c'est pas pour autant que j'ai acheté toutes les Funko Pop, pardon, ou tous les slips et les chaussettes. Mais j'en ai un paquet, ça c'est sûr, hein. J'en ai beaucoup des merdes de Star Wars. Mais c'est pas pour autant que j'ai acheté toutes les merdes de Star Wars épisode 9, parce que non, il y a un bout d'un moment, non, c'est de la Mm. merde et ça me donne pas envie d'acheter des produits dérivés de ça. Bah, c'est ça, hein, on est d'accord que quand le film t'a plu, ben, t'as plus envie Ah bah d'acheter des bien sûr. choses. Et moi, c'est plus les personnages. Tu vois, par exemple, moi, j'apprécie beaucoup Kylo Ren, Mhm. Leia. J'aime bien aussi. Bah, ouais, j'aime bien qui d'autre. Bah, après, les personnages de l'Empire contre-attaque, certains. Moi, j'aime Mais je veux dire. Capitaine Phasma. Oh, Moi, je l'aime bien. non, Mais non, mais. mais je suis dégoûté, mais moi, je l'aime Ouais. bien. Voilà. T'aimes bien. Ah ouais, non, Ah, mais mais vraiment. son armure, elle a de la gueule, Mais faut dire. ouais, non mais voilà, c'est une meuf Stormtrooper qui est leader des Stormtroopers, qui a sa propre armure, qui s'appelle Captain Phasma. Moi, il y avait tout pour me vendre du rêve et elle est morte comme une merde. Et moi, ma théorie, c'est qu'elle devait revenir dans l'épisode 9. Elle n'est jamais revenue, mais je m'en fous, je l'aime quand même. Mais il n'y a pas de produit dérivé sur. Enfin, si, je crois qu'il y a une Funk Pop sur elle, mais c'est tout. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais il y a aussi les figurines autour de Terminator. Quand tu vois ce qu'ils font aujourd'hui et ce que nous on avait quand on était gamin à l'époque, c'était dégueulasse, faut dire la Ah vérité. ouais. C'était hyper mal détaillé. Aujourd'hui, ils ont des technologies de scan en 3D des visages, mais c'est magnifique ce qu'ils font, tu vois. Mais t'as vu, Quand tu... c'est quand même dingue. Enfin, désolé de te couper, mais Vas-y, vas-y, Terminator, c'est quelque chose qui parle encore aussi à beaucoup de générations. Et t'as pas tant que ça de produits dérivés. Enfin, je veux dire, t'as pas eu de. T'as pas tant que ça de bons films. Je Oui, t'allais oui, non dire mais, non, en mais tu vois, c'est plus. pour dire que t'as pas spécialement de produits dérivés, quoi. C'est comme Alien. Alien, j'aurais kiffé avoir des figurines à nouveau, grandeur nature, que ce soit Predator aussi et tout, et t'en as pas, hein, tant que ça. Enfin, ou alors ça court Ouais. pas les rues, c'est ça le problème. Et j'aurais aimé, hein. De temps en temps, tu trouves un t-shirt, si, ils avaient sorti une Funk Pop de Alien, mais Hmm. je sais pas, une figurine géante à 200 boules, ou voilà, il y en a pas, tu vois. C'est comme Ouais. là, le Fassinger que j'ai, ça vient d'un Ouais. collector d'un jeu, hein. C'était pas Ah, vendu en boutique, hein. d'accord, d'accord.
Non, mais moi, je vais te faire rêver. Moi, j'ai acheté, tu sais, l'Alien grandeur nature, enfin, pas, non, pas grandeur nature, qui fait environ 45-50 cm de chez NECA. Mais je l'ai acheté à une époque où plus personne n'en avait rien à foutre d'Alien. Je l'ai acheté, genre, tu sais, début des années 2000. NECA faisait ça, ça coûtait 60 euros, 65 euros. Même pour te dire, j'avais jeté la boîte. C'est-à-dire que pour moi, j'étais plus dans l'esprit de poser l'alien, on va dire, sur un meuble ou quoi, qui était assez impressionnant, tu vois. Mais Hmm. je suis pas dans l'esprit collection de le laisser dans la boîte, etc. Mais ce machin-là, aujourd'hui, il est introuvable. Et quand tu vas sur eBay, bah, allez, c'est plus de 120 euros, 150 euros. Ça a doublé de prix facilement. Ouais, mais bon, t'en trouves pas des masses, quoi, c'est ça en fait. C'est ça, il y en a pas en magasin. Ouais, Ah, c'est tu vois, ça. moi aussi, j'en ai une, hein, figurine d'Alien. Hein. Bon, celle-là, elle vient de mon ex qui me l'a offerte, mais j'en ai une. J'ai même une bague Alien, hein. C'est avec un Une Alien bague. qui. Ouais, une bague. Ah ouais, mais c'est qui est un produit hein, qui était difficile à trouver. Il y en a d'ailleurs dans le magasin où j'étais, il y en avait que deux, il restait plus que deux. Bon, ben, j'ai une bague qui Ouais. est un peu plus grande que mes doigts, mais j'ai une bague Alien, tu vois. Mais j'aurais aimé plus de produits dérivés d'Alien, tu vois. C'est con, mais je trouve que c'est un univers qui peut te permettre de créer même des peluches aliens. Tu vois, un alien en peluche qui Oui, c'est sourit. marrant. Tu vois, c'est con, mais moi j'achète. Moi j'achète. C'est marrant, mais je pense que, bah, comme tu as dit, il y a, dans un autre, c'est pas le même réalisateur, c'est pas les mêmes producteurs à chaque film, et le problème, c'est que t'as pas George Lucas derrière qui veut faire une machine à la merchandising à mort en Oui, mais dérivant tous les produits. ouais, mais regarde, il a pensé à vendre des produits dérivés, mais il n'a pas été con, puisque ça s'achète encore aujourd'hui, ça se vend comme des petits Ouais, pains. Tu sais, enfin, c'est un génie, là, ou peut-être que justement, pour Alien et tout, ils se sont pas dit, mais on pourra vendre des produits dérivés. Il y a aussi peut-être aussi des univers où les produits dérivés peuvent peut-être pas se vendre aussi bien que Star Wars, qui propose des robots, des vaisseaux, des mecs en capuche, des mecs en costume avec un masque qui fait... Bah ouais, mais ça se vend en fait, alors que Alien, bon, bah à part des aliens, qu'est-ce que tu peux vendre? Des Fassinger, des œufs aliens? Bah ouais, mais merde, moi j'en veux. J'en ouais. veux. Mais c'est con, hein, mais tu sais, l'histoire de l'œuf, là, moi j'y ai pensé, je me suis dit, mais putain, pourquoi ils ont pas fait une lampe géante, là, Mais qui s'illumine ou un truc comme ça, ouais, tu ou tu vois? sais, t'appuies sur un bouton, ça s'ouvre et t'as la lumière qui apparaît. Et Ouais. t'as l'ombre d'un Fassinger, tu vois, sur le plafond. Non mais attends, mais des idées de produits dérivés, avec Alien, tu peux en faire des milliers, sachant qu'en plus, bah, t'as quand même les Predators aussi, puisqu'il y a eu Alien versus Predator, tu peux faire plein de trucs, mais c'est... Mais non, bah tu sais, c'est comme Terminator, c'est comme beaucoup de choses, il y a des univers, bah il n'y a jamais eu trop de produits dérivés, et ces produits dérivés que vous aviez eu la chance d'avoir, bah savourez-les parce qu'ils sont très rares à trouver. Comme tu as dit, ta Ouais. figurine d'Alien, comme la mienne, comme ma bague Alien, comme beaucoup de choses que tu retrouveras pas. Moi, je suis dégoûté que pour Gears of War 2, ils avaient fait un partenariat avec Globe pour sortir des paires de chaussures, donc il y avait eu la première paire que j'ai, et la deuxième paire, bah, j'ai pas pu l'avoir. J'étais dégoûté, j'ai pas pu avoir cette deux. Et aujourd'hui, enfin, elle est peut-être trouvable, mais il n'y a pas eu de réédition. Du coup, bah, si vous en trouvez une, vous êtes chanceux parce que putain, elles étaient super stylées. Mais voilà, tu vois, c'est des produits dérivés qui sont plus rares que d'autres. C'est comme ça, c'est normal. Mais après, est-ce que je débourserai énormément d'argent là-dedans? Non. Je suis fan, oui, mais pas dépensier non plus au point de me. Mais après, si j'étais riche, peut-être. Si j'étais Ah riche, ouais, non, mais peut-être. ouais, quand t'es riche, tu t'emballes un peu les steaks. Quoi? Combien cette figurine? 40 000 euros? Oh, vas-y, je l'achète. Ouais, mais c'est moche, mais je m'en fous, j'aime bien. Voilà, bah, tu Ah, mais vois. j'ai une anecdote sur un magasin, pareil, que je pense que des gens connaissent, qui s'appelle Lulu Berlu. C'est un magasin assez connu et quand tu rentres, c'est un espèce de musée, en fait, des anciens jouets. Et les mecs, en fait, qui ont ouvert ce magasin, je crois, c'est début années 90 ou fin Mhm. 80. Je pense que c'est plus début 90, hein. Mais ils ont collecté des objets de collection ou d'anciens collectionneurs. Et ils avaient, écoute bien ce qu'ils avaient, un bac à linge, un bac à linge sale du film E.T., sorti en 83. C'est ça, 83, je crois, Mhm. E.T. ou 84, je sais plus. Et, et même plus tôt que ça, peut-être, je sais plus la date. Et en fait, 1500, il coûtait 10 000 francs. 1500 euros. 1500 euros le bac à linge sale d'E.T. en fait. C'est-à-dire que tu avais une espèce de cuve, il y avait marqué le logo E.T. là, machin, de Spielberg, et tu avais E.T. qui tenait en fait le cercle. Mais c'est un machin qui a dû se vendre dans un Walmart aux États-Unis. Je sais pas, moi, il devait se vendre peut-être 40 dollars ou 50 dollars. 1500 francs, 1500 euros, il le vendait 10 000 francs.
Et il a disparu à un moment donné. Il m'a dit, ouais, ouais, quelqu'un l'a acheté. Mais t'as toujours quelqu'un qui achètera. T'as toujours, enfin, tu trouveras toujours quelqu'un à qui tu peux vendre un produit dérivé. Même si tu le vends la peau du cul, il y aura toujours un acheteur, hein. Ouais, 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 c'est comme, tu vois, pour rester. Moi, il y a une chaîne que j'aime bien hein, sur YouTube. C'est un mec, voilà, il a pas trop non plus de. Là, par rapport à ce qu'il fait revivre à d'anciens joueurs des années 80 dans les bacs à sable avec les petites figurines ou les jouets, Hmm. c'est AntoGeek. AntoGeek, je sais pas si tu connais. Non, non. Bah, c'est une chaîne sympa où il te montre d'anciens jouets en fait qu'il a racheté ou des petites collections, etc. qu'il a trouvé. Et il y avait le porte-avions de G.I. Joe à un moment donné qui se vendait. Bah, tu pouvais le trouver dans les Toys R Us, hein, fin années 80, Hmm. et puis ça coûtait, je crois, alors il coûtait autour de 1200 francs, je crois, un peu plus de 1000 francs il coûtait. Mais pareil, ce machin-là, quand tu veux le racheter aujourd'hui sur eBay ou ailleurs, ah, c'est des sommes astronomiques et bon, c'est sûr que ce machin-là, quand tu le vois, le porte-avions de G.I. Joe, est-ce que tu as connu le dessin animé de G.I. Ouais, Joe ou ouais, pas? ouais, ouais, j'en ai vu, oui. C'est un jouet qui faisait la longueur de ton canapé chez toi, quoi. Ah ouais, mais après, quand t'es fan aujourd'hui, que t'as les moyens financiers, pourquoi te l'acheter? Bah parce que, à la limite, t'es collectionneur, mais est-ce qu'il y a un intérêt, tu vois? C'est toujours ça la question, hein. Ouais, ouais. Ouais, bah ouais. Soit c'est pour revendre, soit c'est pour Ouais, juste pour... exposer. Ouais. Hmm. Mais comme tu dis, il te faudrait une autre pièce chez toi, en fait. Tu seras pratiquement obligé. Bah, tu sais, il y en a beaucoup qui font ça, hein, et quand ils sont collectionneurs et tout, bah, ils ont une pièce dédiée à ça, comme ça évite que ça... Après, ça dépend des gens, hein, il y en a qui mettent ça partout, mais moi, je sais que moi, toute ma collection, ça reste dans une pièce, quoi, ça restera dans une pièce dédiée, comme ça, si j'ai de la famille, voilà, il y a le reste, c'est, on va dire, naturel pour tout le monde, alors que ma pièce est dédiée qu'aux jeux vidéo, qu'au cinéma, qu'à ce genre de trucs, tu vois. Mais bon, après, chacun voit midi à 14h, hein. Ouais. Est-ce que tu as le projet d'acheter certains films en Blu-ray ou t'es plus, toi, dans l'idée de les voir au cinéma? Bah moi, de toute façon, je verrai toujours des films au cinéma tant que ça existe, bien entendu. Après, j'achète beaucoup moins de Blu-ray, je télécharge beaucoup, et quand je dis télécharge, bien sûr, légalement, je préfère avoir ça sur un disque dur, comme ça, je peux me balader, je peux le mettre. Mais c'est vrai que les Blu-ray, tout ça, non. Peut-être à la limite quelques VHS pour l'époque, tu sais, pour la nostalgie, tu vois, d'avoir des VHS ou des laserdiscs parce que voilà, Ouais. je kiffe le design. Mais sinon, non, spécialement, j'achèterai pas de Blu-ray, ou alors peut-être à la limite pour voir un film si vraiment il est beaucoup plus beau que dans sa version d'origine, pourquoi pas, mais non. Voilà. Hmm. Je crois que j'ai, à tout péter, j'ai deux Blu-ray. Et d'ailleurs, j'ai le Blu-ray de Final Fantasy 7, enfin Final Fantasy Advent Children, là, excusez-moi, Ouais. et Star Wars The Clone Wars, le film. D'accord, d'accord. En Voilà. effet, ouais, t'as pas. Mais et je trouve que ça. Les collectionneurs de Blu-ray, ça se voit de moins en moins. À une époque, tu sais, les gens achetaient beaucoup de DVD, ils avaient des collections de dans leur bibliothèque remplies avec plein de DVD. Moi, j'en suis même arrivé au point de jeter les boîtes en plastique, de garder les jaquettes, de les mettre dans un espèce de classeur et de mettre les DVD dans des pochettes. Parce que ça prenait trop de place à un moment Mhm. donné quand tu es chez toi. Ah Et oui. maintenant, les gens sont arrivés à un point où, bah voilà, c'est du digital en fait. Et quand on parle de digital dans le milieu du cinéma, du film, chez toi, eh ben, le jeu vidéo, bah, je pense que ça va être clair et net hein, pour la prochaine génération. Les gens vont plus acheter de physique. Pour moi, mis à part les éditions collector, la génération qui a été, on va dire, éduquée avec le digital et téléchargement, elle va plus avoir le besoin de racheter une édition physique. Est-ce que tu penses pareil ou Alors, je pense pareil, mais il faut que j'aille pisser un coup. Voilà, il n'y a pas de je suis souci, obligé de couper. J'arrive, je fais vite, hein. il n'y a pas de souci. Excusez-moi, hein, mais je me fais vieux. Donc, pour répondre à ta question, donc le support physique, bah, c'est un débat qu'on a souvent, de toute façon. Oui, ça, enfin, c'est amené à disparaître, bien sûr. Pour le jeu vidéo, j'ai pas envie, parce que j'adore le format physique, mais étrangement, tu vois, si pour le monde du cinéma, donc les DVD et les Blu-ray, ça venait à disparaître, je m'en fous un peu plus, tu vois. Et c'est vrai que c'est difficile de savoir, est-ce que ça a un impact aujourd'hui, les DVD, pour les maisons d'édition, tu vois. Est-ce qu'ils gagnent vraiment de l'argent avec ça, tu vois. C'est toujours compliqué, on ne sait pas la part du marché. On connaît celle du nombre de places qui a été vendu dans un cinéma, on sait que ça leur rapporte de l'argent, mais avec les DVD et les Blu-ray, alors ça leur rapporte, mais est-ce que ça rapporte autant, tu vois. Sachant que c'est un coût, hein, bien sûr, de créer les boîtes,
de faire d'imprimer les CD, enfin tu vois ce genre de truc, c'est un coût, sachant qu'aujourd'hui on parle souvent d'écologie, forcément pour la nature c'est pas agréable, hein, les boîtes en plastique, tout ça, c'est pas super. Donc c'est une question qui me taraude et je me dis que oui ça va disparaître, mais quand? Je pense qu'on a encore pas mal de temps, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le support physique quand même, que ce soit en DVD ou pour le jeu vidéo. On a déjà vu quand même des consoles spécialement sans lecteur comme Microsoft qui a sorti sa Xbox qui n'a pas marché du tout parce que les gens ils ont envie du dématérialisé mais en même temps pas à 100%, tu vois, ils aiment quand même avoir le petit côté physique, mais on sait que les parts du marché augmentent chaque année. On a vu aux États-Unis que c'est plus de 40%, je sais même plus le chiffre, c'est énorme, hein, Ouais. de dématérialiser, alors que le support physique est en train de dégringoler. Donc c'est à voir. Mais après, est-ce que si demain il n'y a plus de support physique, est-ce que les jeux vidéo, enfin les mecs qui font des jeux vidéo, ne sortiront pas des collectors avec le support physique pour bonus, ce genre de choses? Mais de toute façon, c'est comme les collectors, c'est amené à disparaître. Sincèrement, aujourd'hui, des collectors, il n'y en a pas des masses de Ils jeux sont trop vidéo. chers en plus, c'est ça le problème. Au-delà que ça soit cher, c'est que ça fait, enfin, quand tu vois la gueule des collectors, enfin, voilà quoi, ça fait pas autant rêver. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'à une époque, on faisait voilà les collectors, mais alors aujourd'hui, autant te dire, ça me fait moins rêver. Enfin, moi, je me rappelle de l'époque de Halo avec l'énorme figurine de Halo Reach avec tous les Spartans sur leur statuette. Pour Gears of War 3, t'avais l'énorme Marcus Phoenix qui brille dans le noir. Enfin, tu vois, il y avait des collectors qui te vendaient du rêve. Alors que là, je sais pas, ça me fait. Voilà, c'est comme pour le côté dématérialisé, enfin, oui, enfin, le support physique, mais ça a amené à disparaître. De temps en temps, on en sortira peut-être un pour faire plaisir, mais ça s'arrêtera là. Mais bon, c'est pas avant des années et des années, hein. De toute façon, je pense pour le support physique que ça soit amené à disparaître, parce que quand on voit déjà qu'il y a les nouvelles consoles qui sortent, quand tu vois déjà le débat que ça fait juste pour voir la puissance, etc., quand tu vois les nouveautés de jeux vidéo qui parlent pas à tout le monde, ou en tout cas, voilà, qu'on fait des remakes, etc., tu sens que les gens, ils sont perdus aujourd'hui. Tu sais, on leur Mm. met trop de trucs dans la tête, ils savent plus où ils sont. Du coup, Ouais. si demain on leur dit, non, non, c'est fini, hein, plus de support physique, hein, ils vont être là, hein, euh, ah bon? Déjà, les parents, ils vont te dire, mais du coup, comment on fait pour offrir un cadeau à Noël? On Mais offre un morceau de carton, un bout de bah papier ouais. avec un code de Et ça, téléchargement? on est d'accord que putain, quand on était petit, qu'on avait tous les jeux emballés, mais tu savais pas ce que c'était, enfin tu savais même pas que c'était des jeux vidéo. Quand tu ouvrais, t'avais la gueule du jeu vidéo et que c'était celui-là que tu voulais, t'étais heureux Ouais. comme un pou. Alors que là, bah c'est vrai que tiens, regarde un morceau de carton avec un code. T'es content? Ouais, merci maman, merci papa, c'est génial. Donc c'est vrai que ouais, ça fait frissonner quand même parce que ça me fait chier, hein. Moi, le support physique, ça m'a toujours fait Mm. rêver. Tu sais, c'est un peu comme les notices. Tu sais, les grosses notices de l'époque Oui, des oui, jeux oui. vidéo qui faisaient Ouais, ouais. plusieurs pages où on te décrivait les personnages, on t'offrait du lore en plus. Et quand ça a Ouais, ouais. disparu pour trois feuilles qui t'expliquent que finalement bah, tu peux faire des crises d'épilepsie, que si t'as un problème, il Oh faut là contacter là. le support. Ben, en fait, c'est ça aujourd'hui que t'as dans Ouais, les boîtes, hein, c'est tout, hein. T'as plus de ouais, notices. Ça ouais. me fait chier quand même, hein. Franchement, moi, je sais qu'à partir du support CD sur la PS1, quand j'ai commencé à voir certaines notices, j'ai fait putain, ils se foutent de notre gueule, c'est quoi cette notice? Il y Mm, a minuscule, il y a rien. mm. Il y avait encore certaines compagnies comme allez, Electronic Arts ou Square qui donnaient des notices avec des images et puis des tutos pour jouer, etc. Mais même, tu vois, moi j'ai encore des jeux PS1 là, je regarde certaines notices. Il n'y a pas il y a pas de gros trucs, hein. Moi, je me souviens seulement d'un jeu comme Alundra où tu avais une map, tu Mm. avais la notice avec les personnages, l'aventure, etc. Mais tu prends même Crash Bandicoot, il n'y a rien dedans. Ah oui, bah, la Par contre, notice c'est dans le jeu en fait. ouais, voilà. Par contre, les éditions japonaises, bah, au Japon, ils avaient encore cette culture, comment dire, de l'artbook intégré au jeu comme un produit complet, etc. Comme ils avaient fait sur Mega Drive, parce que même Mega Drive à l'époque, les versions japonaises des cartouches, bah, c'était magnifique, avec à l'intérieur des livrets en plus que nous, les Européens, on n'en avait pas. Mm. On avait des notices dégueulasses en Europe, en noir et blanc avec 3-4 pages sur l'épilepsie, comme tu dis, et tout le reste, bah, c'était voilà, appuyer sur Start pour brancher la console et je sais pas quoi. Et en fait, non, mais je résume, mais Ah ouais. il y avait rien, quoi, il y avait rien. Alors qu'au Japon, t'avais des dessins, t'avais des petites griffures là, à droite à gauche,
des artworks qui étaient prédestinés aux jeux qui sont pas arrivés dans la version finale et tout. Tu regardes les cartouches de Sonic 1, 2, 3 sur Mega Drive en version asiate, c'est magnifique ce qu'ils ont fait. Ouais. Et sur PS1, bah, ça a commencé déjà à bien disparaître assez rapidement. Alors PS2, on est revenu. Par contre, je trouve que PS2, il y a eu un effort parce que peut-être le format DVD là, avec les grandes notices, ça a redonné un élan, je trouve, aux versions un peu collector intégrées déjà. Tu penses à GTA, il y a les maps à l'intérieur, des cartes énormes, des fausses publicités, tu sais, pour intégrer là. Tu te Ouais. rappelles de ça là? Ouais, ouais. GTA Vice City. T'avais également, moi je me souviens des jeux comme Scarface, t'avais des posters. Les Tekken, il y avait des posters, il y avait tous les coups des personnages. Enfin, je vais pas les citer tous, mais j'en oublie, c'est sûr. Mhm. Les Final Fantasy, c'est pareil, il y avait plein de trucs. Mais bon, écoute, Oui, bah, là, le digit, on va y arriver. Et puis, Bah après, par contre, c'est pour ça que, comme je te dis, il faut faire attention, ça va pas arriver de suite parce que tout le monde n'a pas la fibre actuellement. ouais, Et quand tu ouais. vois que tu parlais de FF7 Remake, ça va être plus de 100 gigas. 100 gigas à télécharger quand t'as pas la fibre. Et déjà, même quand t'as la fibre, bon, bah, c'est pas comme ça en un claquement de doigts. Mais quand tu l'as pas, c'est long. Donc si aujourd'hui on vous dit il y a que du dématérialisé, mais les jeux vont devenir de plus en plus gourmands, plus gros, donc ça veut dire plus de gigas à télécharger, bah, ça va être chiant, ça va être long. Et en plus de ça, il va falloir aussi le stockage. Parce que stocker 100 gigas, quand tu sais que, bon là je prends l'exemple des premières générations, des dernières générations, donc la Xbox One et la PlayStation 4, c'était quand même 500 gigas. 500 gigas, tu le remplissais en 2 secondes, quoi. Ça se remplit très Mm. vite, hein. Donc si les jeux sont de plus en plus gourmands, il va falloir des stockages plus grands. Donc c'est pour ça que le dématérialisé a des avantages, mais en même temps, il y a beaucoup de freins encore aujourd'hui, sachant que tout le monde n'a pas la fibre. Déjà, rien que le fait de télécharger un jeu, c'est déjà chiant pour beaucoup de personnes qui n'ont pas la fibre. Donc déjà, c'est un point négatif pour cet aspect-là. C'est pour ça que Stadia, etc., ne cartonne pas à Ah, 100%, quoi. c'était évident. Mais Oui, t'as vu les seules personnes qui ont voulu nous faire croire que Stadia, ça pouvait marcher, bah, comme d'habitude, on revient sur les mêmes youtubeurs là, bah, qui ceux sont qui sont sponsors. sponsorisés. Eh oui. Et voilà, c'est ça. Et c'est dramatique parce que quand tu es quelqu'un de rationnel, surtout, tu te dis que premièrement, le public n'est pas prêt pour recevoir ce type de console à domicile. Et puis, eh bien, il y a le lag en stream. Il y a déjà du lag de base en stream. Et comment tu veux qu'un mec en solo chez lui, il puisse une nouvelle fois jouer encore en live et aussi en multijoueur? Il y a 2 fois plus de lag, à mon avis. Ça va générer beaucoup plus de problèmes. Et puis, ils t'ont ressorti des anciens jeux d'il y a 2 3 ans. C'est des grosses erreurs aussi. Grosse erreur. Non, mais de toute façon, pour moi, c'était obligé de mourir, puisqu'on l'a vu avec le Shadow de Nvidia, ça n'a pas marché. Et pourtant, il y avait énormément de vidéastes qui étaient sponsors, dont Banzai. Et à aucun moment, t'en as un qui t'a dit des points négatifs. À aucun moment, il te disait, bon, il te faut une grosse connexion, ce genre. Non, il te disait tous, ça marche très bien, nous, regardez, ça marche. Bah oui, connard, t'as une bonne connexion, tu peux stream, donc c'est que t'as déjà une bonne connexion qui est stable. Et toi, tu me dis que ça marche. Pourtant, moi, si je paye, ça marche pas très bien. Pourquoi? Bah, je sais pas. Bah, connard, tu On fais peut chier, venir quoi. jouer chez toi? Ouais, non, mais voilà, c'est ça. Donc, à aucun moment, les mecs, ils sont sympathiques, on va dire, envers leur public, ils te vendent de la merde sans te dire les points négatifs, alors que bon, bah voilà, c'est pas parfait. Donc, on a vu que le Shadow n'a pas marché, mais il y en a qui l'utilisent, hein, mais ça n'a pas marché et cartonné. Donc, c'était sûr que Stadia n'allait pas faire plus, quoi. Surtout que leur catalogue, il y avait rien. C'est exactement ce qu'on a sur toutes les autres consoles. Hmm. Encore, il t'aurait dit, nous, on vous sort Stadia, on a racheté, je sais pas, une dizaine de studios, et on vous sort 10 exclus. 10 exclus de malades que vous avez, enfin de malades ou voilà, mais que vous avez jamais vu, que vous avez jamais entendu parler. Je dis pas, bah non, c'est que des jeux que vous avez déjà. Bon, bah, quel est l'intérêt? Ouais, euh, bah, avec du lag. Ouais, bah, l'intérêt c'est que bon, on n'a rien en fait. Le lag, c'est bien le lag. Vous aimez le lag? Non, non, bah tu vois, donc c'est con, mais ils avaient rien. Enfin, je trouve que c'est, enfin, mais bon, ils s'en foutent. C'est Google, ils ont v'là la thune, donc ils perdent pas d'argent. C'est même le contraire. Parce qu'au moins, en fait, ce qu'a fait Google, c'est s'implanter, on va dire, en premier. En gros, ils disent, nous, on est là, on a déjà notre machine, on a déjà le réseau, si on peut dire. Il suffit que petit à petit les années passent, que ça se perfectionne, que tout le monde ait déjà un peu une meilleure connexion, etc. Et comme ça, le jour où vraiment le dématérialisé sera à 100%, c'est-à-dire sera Ouais. là, quoi, tu vois, ils seront déjà présents, et donc à ce moment-là, les gens pourraient être attirés d'aller chez Stadia. Mais aujourd'hui, non, ça sert à rien. Enfin, c'est triste, mais ça sert à rien. Ouais, c'est triste, ouais. Mais c'est triste, je repense à la vidéo.
Non, mais bon, c'est évident que, tu vois, quand on reparle de ça, moi je rejoins le sujet qu'on avait au tout début avec le cinéma, c'est-à-dire que tu as des youtubeurs qui vont te parler d'actualité ou de jeux vidéo d'une façon sponsorisée et pas, ou alors justement concurrentielle aussi. Tu sais, des gens qui vont détruire la concurrence en parlant d'un produit. Comme là récemment, il y a des gens qui ont souligné le fait sur Twitter que Chies, dans sa vidéo de la Next Gen, il parle 9 minutes de la PS4 dans sa vidéo et seulement 3 minutes de la Xbox. Parce qu'apparemment, bon, il est plus, on va dire, en meilleure relation avec Sony, alors que c'est vrai que ce qui s'est passé avec Hugues Ouvrard, là, avec l'ancien PDG de Xbox France ou je ne sais quoi, là, Ouais, si tout je le me monde trompe disait pas. qu'il était sponsor par Ouais. Xbox. En fait, c'est le contraire apparemment, hein. Mais bon, je sais pas. C'est pas qu'on s'en fout, mais Bah, c'est compliqué de savoir, et c'est pour ça, c'est comme on l'a dit, tu l'as dit avec notre premier sujet, c'est qu'on parlait de cinéma. Que ça soit cinéma, jeux vidéo, actualité, aujourd'hui les vidéastes ont tellement de facettes, ont tellement de masques, qu'il est difficile de savoir qui est sincère. Qui me dit que quand par exemple il parle de cette actualité, bah, il le parle avec son cœur, tu vois. Il me dit vraiment ce qu'il pense et fin de l'histoire. Non, aujourd'hui tout le monde ment. Parce que ça fait des vues en fait de mentir. hmm. T'es obligé de rentrer dans un moule parce que vu que tout le monde le fait et que ça marche, si toi tu fais tout le contraire, ça marche un peu moins bien. Ou alors tu vas passer pour un enculé, enfin tu vois ce genre de choses. Et je l'ai vu avec la vidéo sur Carole Quinten, pour en revenir là-dessus, parce que les gens, tu sais, dans les commentaires on me dit mais pourquoi vous avez fait ça? Ça servait à quoi? Mais j'étais là, je leur dis, mais on est sur ma chaîne, déjà d'une, je fais ce que je veux. Et comme toi, sur ta chaîne, tu fais ce que tu veux, déjà d'une. En plus de Ouais. ça, moi, sur ma chaîne, je traite de l'actualité. C'était de l'actualité, c'est l'actu gaming en plus. On a une personne qui fait des choses que j'estime pas bonnes. En quoi j'aurais pas le droit de parler de ça en fait, tu vois? Mais d'après les gens, non, on n'a pas le droit. Par contre, si c'est pour lécher le cul de quelqu'un, ah ben là t'as le droit. Donc si en fait j'avais sucé Carole, que j'avais dit qu'elle était bien et qu'elle avait eu raison de faire cette vidéo, qu'est-ce qui se serait passé? Les gens auraient aimé. Tu vois, j'aurais pas eu de problème. Hmm. C'est con, hein, mais on vit dans un monde de merde. On a sur Internet que des connards et des connasses. Quasiment tous, bien sûr, je dis pas tout le monde, mais c'est vrai, que ce soit les vidéastes ou que ce soit leur communauté. Ça veut dire que tu ne peux pas t'exprimer. La liberté d'expression, tout ça, mon cul sur la commode, ça n'existe pas, c'est vrai. Mais je pense qu'il faudra quand même se rendre compte qu'il faut des vidéastes qui soient sincères et vrais pour que justement on n'aille pas dans un format où tout le monde ment, où tout le monde est sponsor systématiquement, parce que sinon après à ce moment-là, les Ouais. petites perles, les petites actus, les petites choses vont passer à côté, les petits jeux aussi, hein, on passera à côté, alors qu'elles méritent totalement un détour, et pour aussi éviter que les gens se fassent pigeonner, parce que, enfin moi je sais pas, mais je suis désolé, je peux pas accepter que les gens achètent de la merde, parce qu'on leur dit que c'est bien, alors que non, c'est de la merde, tu vois, ou en tout cas c'est ce que Hmm. j'estime. Après, bon, c'est mon point de vue, je fais peut-être partie des quelques personnes qui nous écoutent ou qui nous écouteront, qui font partie de ça. Je le vois bien, la vidéo de Carole Quinten, et il y a des gens qui ont apprécié, d'autres qui ont détesté. Mais quand même, à chaque fois, systématiquement, quand je vois que les gens détestent, je suis là, je leur fais, et c'est quoi ton argument? T'es un enculé. Merci, ça c'est un argument valable. Allez, tchuss. Non mais c'est sûr, non mais je vous jure, allez, enfin, les arguments c'est ça. J'ai été monstrueux, des propos odieux, et c'est tout. Ah oui, si, j'ai pas le droit de le faire. Parce que, bon, je sais pas, apparemment, j'ai pas le droit, donc voilà. Non, mais c'est ça les arguments. J'étais là, mais quel est l'argument qui fait que j'ai tort contre Carole? C'est quoi qui me dit que Carole, en fait, elle a eu raison de faire ça? Aucun m'en a sorti un. Aucun. C'est fou quand même, hein. Enfin bon, bref, Ouais. voilà, on vit dans un monde de malades. C'est des malades! Et YouTube représente cette maladie, et les vidéastes. Qui étaient pour certains extrêmement sincères, commencent à se transformer et à rentrer dans ce moule de mensonges. Et c'est pour Ouais, ça c'est une que... mutation. Il y a une Ouais, grosse mutation de tous les youtubeurs. Parce que si tout le monde, comme tu dis, est sponsorisé, bah à un moment, YouTube, qu'est-ce que ça va être? bah, c'est ce qui est Il y en train aura plus de... de gens. C'est pour ça que, tu vois, ce qu'a dit le joueur du grenier est pas totalement faux. C'est qu'aujourd'hui, sur YouTube, tout le monde fait exactement la même chose. Mais quand il dit ça, c'est dans le sens, c'est que tout le monde parle de la même manière. T'en as aucun qui va Ah avoir un oui, discours un peu ouais. différent. Enfin, c'est Il suivant aurait pu le dire d'une l'interprétation. manière plus claire aussi, parce que C'est comme voilà, il ça est que je pas. l'interprète, hein. Bien sûr. Je l'interprète aussi de l'autre manière qui dit que c'est le contenu qui est exactement pareil. Mais il y a aussi la manière de présenter ce contenu. Quand tu vois les sponsors Red Shadow Legend, t'en as qui font de l'humour dessus, mais c'est tous la même chose. Tout le monde te dit
achète. Enfin, non, c'est gratuit, télécharge. Mais est-ce que tu peux me dire, est-ce Mm. que c'est de la merde aussi? Non, t'en as aucun qui le fait. Donc c'est pour ça, je pense qu'il y a aussi ce double sens de dire qu'il y a aussi, ben, tout le monde parle de la même manière. C'est pour ça que pour le cas de Durandal, et j'espère qu'il continuera à rester dans le contre-courant, enfin en tout cas de parler avec sincérité, même si on n'accepte pas son point de vue ou qu'on n'est pas d'accord avec lui, mais qui garde ça, qui disent ben, j'aime ça, j'aime pas ça, pour X raisons, même s'il n'aime pas ce que vous aimez vous, ben, c'est tant mieux, il Mm. faut qu'il reste comme ça. Mais le souci, c'est que plus on augmente en nombre de vues, plus on augmente en nombre d'abonnés, plus on est sollicité par les sponsors, hein, forcément, hein, toutes ces marques et tout, et plus on commence à retourner sa veste parce qu'on se dit, mais tous ces sponsors me donnent tellement d'argent comparé à ce que fait mes vues sur YouTube, parce que ça rapporte beaucoup moins, alors que le sponsor, c'est direct cash, quoi. T'as signé le contrat, tu dois faire une petite vidéo, bim, t'as le salaire qui tombe, quoi. Et on te parle pas d'un petit Mm. salaire, hein, pour certains sponsors. Ouais, et puis et le sponsor se charge avec l'algorithme de trouver des vues et puis de faire de la pub pour tes vidéos tout de suite, quoi, en fait, dans les recherches. Et puis surtout, c'est que si derrière tu as bien fait ton travail, hop, ils vont peut-être te reproposer un sponsor. Et Un nouveau derrière, contrat, ouais. ça va créer un cercle de gens qui vont s'intéresser à Ouais, ouais. toi, et donc ainsi de suite. Et donc tu vas gagner facilement de l'argent. Et je peux pas leur en vouloir, parce que ben, l'argent, au bout d'un moment, c'est normal, hein. Quand tu veux être Mm. vidéaste, il faut bien gagner ta vie, surtout si tu travailles pas à côté. Mais bon, ça me fait chier, c'est que du coup, ben, on n'a plus cette sincérité. Bah, tu vois, on parlait de chez Chounet au tout début et il a révélé également son salaire qui touche hors son métier Mhm. et hors sponsoring, on va dire, en plus de ses vidéos, il gagne 3 000 euros, il a dit, net par mois. Et en plus, il a des sponsors qui le rémunèrent Mhm. avec son contrat et il travaille aussi. Il Ah a un ouais. métier comme tout le monde. Mhm. Voilà. Ouais, Et il ben, dit qu'en fait, l'argent qu'il touche pour ses vidéos, il le met de côté en fait pour plus tard, pour réinvestir. Parce je crois qu'il a dit qu'il a une boîte de production, si je me trompe pas aussi, quelque chose comme ça. Donc en mhm. fait, il va utiliser son argent pour produire d'autres personnes et tout. Et franchement, c'est quelque chose de bien parce qu'il est intelligent dans sa façon de réfléchir. Ah ouais, non, mais c'est pour ça, hein, chez Chounet, je l'ai découvert il y a depuis peu, bah, pas, enfin, j'ai vu que tout le monde en parlait, mais c'est vrai que moi, je l'ai découvert vraiment par le plus grand des hasards, et je regrette pas, donc j'espère qu'il va continuer à garder cette sincérité. En tout cas, pour l'instant, c'est un mec bien. En tout cas, il fait partie de ces vidéastes que j'estime beaucoup, et je lui souhaite tout le bonheur parce qu'il le mérite. En tout cas, il fait un travail monstre depuis des années, hein, parce que là, il cartonne, mais comme tu l'as dit, avant qu'il cartonne, il faisait beaucoup de vidéos, et pourtant, il marchait pas du tout. Et puis, ben Mm. voilà, il a trouvé son format, il a trouvé son public aussi, c'est ça aussi. Parce qu'on trouve un format, mais avant tout, il faut trouver un public. Et quand vous trouvez un public, vous montrez, enfin en tout cas facilement, ça dépend des fois, mais vous pouvez monter, et il le mérite énormément, donc on lui souhaite beaucoup de courage. Mais on l'a vu aussi, même Cyprien, autant je peux détester son contenu aujourd'hui, mais Cyprien aussi, bah, au début il faisait des petites vidéos, ça commençait à faire des vues, il a commencé à avoir beaucoup d'abonnements, il a commencé à faire de plus en plus de vues, puis après ça il a eu des sponsors, donc derrière ses vidéos se sont transformées, il a commencé à faire des choses qu'il appréciait de plus en plus dans des vidéos très scénarisées, hein. Il raconte maintenant des mini-histoires, c'est des fictions, hein. Comme quoi on dit que les fictions marchent pas sur YouTube, et pourtant il en propose des fictions qui marchent. Après on aime ou on n'aime pas, bien sûr, hein, encore une fois. Donc Mm. voilà, il y a des gens qui réussissent, voilà, maintenant, bon ben c'est vrai que beaucoup réussissent, mais malheureusement derrière vous aurez plus cette part de sincérité. C'est vrai qu'aujourd'hui, si vous cherchez la sincérité sur YouTube, ben, il va falloir chercher, les gars. Il va falloir Ouais. chercher. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bah écoute, je pense qu'on a terminé notre petit live. Je sais pas si tu veux rajouter deux, trois trucs. Je pense qu'on abordera d'autres sujets plus tard, après, ensuite. Ah oui, bah après Mais ça me va très bien. Enfin, en tout cas, on a fait beaucoup de choses. Enfin, on a parlé de diverses actus. Enfin, en tout cas, voilà. ouais. Mais c'est sûr qu'après, c'est cool de faire plusieurs sujets et actualités. Je trouve ça très intéressant. Ça permet de faire des vidéos plus pertinentes sur beaucoup de choses et pas que sur un seul Mhm. sujet, même si j'aime bien aussi, hein. Non, mais voilà. Après, si à moins que tu avais un autre sujet, mais si tu veux les garder aussi pour une prochaine, ça me va très bien, hein. Ouais, on la gardera pour une prochaine Mm. fois. En attendant, c'est vrai que moi, je vais attendre d'avoir un peu plus d'infos hein, sur la Xbox et la PS5 prochainement, et puis d'autres infos, on va dire, sur l'actu du jeu vidéo, pour faire une émission peut-être un peu plus axée sur cette industrie la prochaine fois. Ouais. Bah, j'espère qu'en tout cas, il n'y a pas eu trop de problèmes de son, parce que c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à régler
le comment dire, le bitonio là. Le petit détonneur, ouais. Non, mais Ouais. moi, j'ai pas eu de problème de son. En tout cas, ça n'a pas coupé. Enfin, au cas où j'enregistrais, donc c'est au cas Ouais. où c'est là. Non, mais oui, non, après, par contre, ouais, c'est vrai que pour les nouvelles consoles, bon, moi, après, je suis encore plus patient et je préfère vraiment de voir un petit peu le jour où elles sortent. Enfin, d'avoir une date de sortie, d'avoir des tarifs pour vraiment me parler, parce qu'on avait déjà fait une vidéo dessus, hein. On avait donné un peu nos avis sur ce qui pourrait éventuellement arriver et tout ça. C'est vrai que Ouais. là, pour l'instant, si à l'E3, techniquement, à l'E3, Microsoft devrait balancer un peu plus d'infos sur sa Xbox. À voir. C'est vrai que l'E3, malheureusement, vu qu'il n'y aura pas grand monde à part EA, je crois, et encore, je suis même plus sûr. Je sais qu'il y a Mhm. Xbox, et c'est tout. Mhm. Bethesda, je crois. Mais enfin, il y a plus grand monde, malheureusement. Mais il y aura d'autres conférences et tout. Donc, c'est vrai que le jeu vidéo va encore faire parler de lui. On va voir ce que ça va donner. En plus de ça, bah, comme tu as dit, il y a Final Fantasy VII Remake, il y a Resident Evil 3. Donc, on pourra faire d'autres vidéos pour voir si ces remakes sont bien. Enfin, il y a pas mal de Ouais. choses hein, en actu gaming, mais on va pas faire comme Julien Chiez et Carole Quinten et faire des vidéos Toutes les tous les 3 jours. heures. Voilà. Hein, on va pas faire Toutes un les 3 BFM heures. TV à la con là. On va attendre un peu nous. On va être patient. Toutes les 3 heures, une vidéo pour se contredire et redire ce qu'il a dit avant. En fait, je vous ai pas dit, j'ai oublié. Je La, vous en parle. la PlayStation 5, elle pourra lire des trucs. Voilà, à la prochaine. Ouais, Ah merde, attendez, voilà. j'ai oublié encore un truc. Elle fait veilleuse. Voilà. Ouais, ouais, Voilà. ouais. Ah, Ouais, putain. ouais. Non, mais bon, c'est abusé. C'est dans l'excès. C'est dans l'excès toujours. C'est des informations dans. Moi, à la limite, ce que je conseille à ce mec-là, je sais pas s'il y a pensé, mais de faire une chaîne en continu avec des petites bandes qui apparaissent en bas de l'écran et qui se diffusent, tu sais. Et puis à un moment donné, il prend le live, tu sais. Comme quand tu regardes la Fox aux États-Unis, bah il y a des publicités, il y a des machins et tout. Et puis à un moment donné, hop, live, journal. Et puis hop, il fait son émission en direct et la chaîne, elle est en continu tout le temps. Non, non, lui Elle est donne en pas de marche. mauvaises idées, il serait capable de Ah, la faire. mais moi, je te dis, je suis un précurseur Et, dans le truc, là. et de temps en temps, derrière lui, tu auras Carole Quinten qui passera avec des froufrous. Wouh, Euh, je suis pas un DLC de Julien Attends, attends, Chiez. attends. Eh, j'ai une vidéo en préparation. Je peux te dire que celle-là va faire mal. Elle est pas longue, hein, mais j'ai une vidéo en préparation avec Carole Quinten. Putain, Ne dévoile pas c'est tout, violent. laisse la Non, mais c'est violent. surprise. C'est Ton violent. public attend que ça, tu le sais très bien. Ah, mais déjà, ouais, c'est vrai que je remercie les gens pour les commentaires qu'ils ont mis sur la dernière vidéo là, avec comment vendre un jeu de merde. Ça m'a fait rire. Parce que même l'intro, là, l'intro où t'as le gamin qui se prend le portail dans la gueule du bar. Avec Ah, la mais musique de c'est la Fox. ah, mais c'est génial. Hmm. Mais après, je veux dire, je voulais faire un truc beaucoup plus trash. C'est ce que j'ai dit aux gens, je voulais faire un truc beaucoup plus trash. Et puis, par manque de temps, j'ai voulu faire un truc assez rapide. Mais elle me donne tellement de nourriture à mon contenu. Bah, quand des vidéos trash, tu pourras la faire tout au tard, quoi. Ah, mais j'ai du Mortal Kombat dans le truc. Je pense que ça va. Laisse le suspense, laisse la surprise. Ah, mais bon, c'est assez amusant. C'est assez amusant. Ouais. Ouais, enfin voilà. Bah écoutez, les gars, merci d'avoir suivi ce live, Hmm. hein,